Alors, bienvenue dans ce 61e Dragon Ball Cast, où cette fois-ci nous allons parler non pas de Dr. Slump, mais des histoires un peu plus obscures de Toriyama, comme aujourd'hui, ce sera Jaco le patrouilleur galactique, je vais y arriver. Et pour cela, je appelais des grands experts qui savent tout sur tout, même sur la marque de chaussures de Jaco. Nous avons au premier Kaiwai, mon compatriote du plat pays. Salutations à tous, salut Gohan. Et après Gotenkun, toujours à l'heure. Ouais, salut à tous. Et puis nous avons Oni Simply, bien sûr. Salut tout le monde. Et pour terminer, Ortiasma. Salut. Et voilà, ça fait déjà une bonne équipe d'experts. Bon, j'avoue que moi je suis plutôt le gars qui connaît le moins. La speakerine. Donc je vais effectivement faire la speakerine et un peu peut-être l'animation entre guillemets. Et après je laisserai aux experts débattre sur les sujets passionnants que nous allons aborder. Voilà, mais d'abord nous allons faire un petit point news parce qu'il y a deux trois trucs à dire, dont une news qui sera en relation avec le sujet d'aujourd'hui. Donc je pense que nous pouvons commencer par justement le chapitre numéro je ne sais plus combien de Dragon Ball Super. C'est le 63, le chapitre numéro 63. Merci bien. Donc voilà, c'est un chapitre qu'on... L'arc actuel est quand même très posé sur... Bon, il y a Moro, il y a Goku, Vegeta, c'est super badass, tout ça, machin. Mais il y a les patrouilleurs galactiques, voilà. Évidemment. Oui, en background, il y a toujours Jaco qui est toujours là dans les bons coups. Dans les bons coups, ouais. Et donc, pour ceux qui l'ont lu, qu'en avez-vous pensé? Moi je vais commencer. Vas-y. Hein. Je pense que là, depuis 2-3 chapitres, on est sur une bonne... une bonne impression des derniers chapitres de Dragon Ball Super. Voilà, il faut que je le relise encore un petit peu pour me faire au truc, parce que effectivement c'était censé être un chapitre avec certains ont eu la petite larmichette à l'œil. Moi ça a pas trop fonctionné sur moi. Je sais pas si on peut spoiler ou pas, mais je suppose que les gens qui l'ont on va dire que si les gens nous écoutent, d'ailleurs on va le dire précisément. Attention spoiler. Donc voilà, si vous n'avez pas lu le chapitre, vous mutez Kaiwai, c'est tout simplement. Voilà, donc on sait que Merus, le Galactic Patrol numéro 1 est effacé, en fait, décède de sa belle mort. Et voilà, il y a eu des beaux dialogues. Ce que moi j'ai retenu de ce chapitre, c'est des choses que certains fans ont relevé, c'est que l'écriture était particulièrement bonne, au point que certains ont soulevé le fait que peut-être que Toriyama était à l'origine du script précis de ce chapitre. Alors attention, quand je dis ça, on peut croire que le reste n'est pas de Toriyama. Bon, ça reste encore à... Enfin, on peut en discuter longtemps de ça, mais je trouvais qu'on ça fait débat quand même. Voilà, ça fait débat. Je pense qu'on en saura plus tard. Hein. On saura vraiment ce qu'a fait Toriyama et ce que n'a pas fait Toriyama. Pour moi, il a juste fait le script général de Stark, mais je sens beaucoup plus sa patte dans les dialogues que dans n'importe quel autre chapitre de l'arc Moro. C'est ce que nos amis de DB Times d'ailleurs soulevaient, et d'autres. Hein. Alors, ça ne veut rien dire, mais en tout cas l'écriture était plus proche de ce que Toriyama aurait pu pondre, ou alors Toyotaro continue à s'améliorer, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, j'ai bien aimé l'écriture, des bons dialogues, des bonnes scènes de combat aussi. Je ne sais pas si vous jouez à Dragon Ball Fighters, mais moi je veux bien plus tard Merus dans le jeu. Ah, ça pourrait être pas mal, hein, honnêtement. Il a vraiment une technique de combat au bâton qui rappelle d'ailleurs le bâton magique de Goku, qui est vraiment terrible. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce chapitre, mais je le lis souvent pendant le mois. Moi je le lis 3 fois et je peux vraiment donner un avis après 3-4 fois. Ah oui, quand même. Hein. Ça, voilà. Donc c'est plutôt positif pour ta part. Oui, c'est un très très bon chapitre de Dragon Ball Super d'après moi, oui, tout à fait. Voilà, c'est parfait. Ouais. Je crois que Ortiasma, tu l'avais lu aussi. Hein. Ouais, alors moi le chapitre de DBS, ça va être comme Kaiwai. J'ai vu beaucoup de gens dégainer leur larmichette, qui ont eu de l'émotion, etc. Ça a pas trop marché sur moi non plus. Enfin, comment dire ? En fait, je suis quand même attristé
parce que factuellement, Merus meurt, quoi. Donc ça me fait quand même quelque chose. Mais du point de vue de, je sais pas, de la réalisation, de la manière dont ça a été fait, je suis pas hyper convaincu. Je pense que ça aurait pu être plus sublimé et que, je sais pas, Merus aurait peut-être mérité mieux. Après, j'y connais rien. Je vais pas commencer à dire le découpage aurait pu être mieux, blablabla, parce que je suis niveau BD technique, je suis pas calé, quoi. Mais enfin, en tant que lecteur, j'aurais aimé être plus touché, quoi. Et après, comme il y en a qui ont soulevé le fait que c'était assez novateur, assez frais pour Dragon Ball, le niveau des dialogues, le petit flashback, la discussion entre Merus et Goku juste avant sa disparition. Moi, je trouve que c'est pas vraiment neuf, en fait. Et pour moi, Dragon Ball, dans ses messages, il a un peu de, enfin, j'ai attention à pas dire de conneries avec lesquelles même moi je serais pas d'accord, mais avec Dragon Ball Super, avec tous ces, comment dire, toutes ces références qui sont faites et tout cet appui qu'il y a sur l'œuvre originale, je trouve que l'œuvre a du mal à se réinventer. Parce que ce dialogue-là avec, par exemple, Goku qui dit... c'est quoi qui dit pendant cette discussion avec Merus, je ne fais pas exprès de sauver la Terre, il se trouve que je cherche juste à combattre des gens balèzes et comme par hasard, les gens balèzes, c'est les vilains. Ça, c'est un dialogue qu'il avait déjà eu avec C17 dans l'animé juste avant le tournoi du pouvoir. Ouais, c'est clair qu'on est très peu étonné finalement de tout ce qui se passe. Il y avait quelqu'un qui avait relevé sur Twitter, il avait mis la magnifique scène de dialogue qui concluait le film Battle of Gods je sais plus qui c'était, j'ai plus l'arrobase de cette personne. C'est pas grave. Mais il se reconnaîtra. Ouais. Qui avait dit quoi? Qui avait dit quoi, tu disais? Je crois que t'avais RT Kaiwai, un mec qui disait que le message c'était ça jouait sur une espèce de foreshadowing avec la fin du film Battle of Gods, les dialogues entre les Kaioshin. Ah oui, effectivement. Ouais. Et enfin, ça c'est un truc qui peut plaire à certains. Mais moi, ça m'énerve un peu de... Moi, en fait, je le vois pas comme un foreshadowing, je le vois juste comme un message qui se répète et comme ça apporte pas forcément de neuf aux fans de la licence. C'est clairement pas un foreshadowing. Hein. Ouais, niveau narration et tout ça, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai le chapitre. Moi, je continue à prendre mon pied avec DBS. Je suis content que ça existe et tout. Et mais voilà, j'aimerais être plus surpris. J'aimerais vraiment avoir l'émotion et tout. Voilà, c'est mon bilan sur ce chapitre. Et dédicace à Moro qui a servi de punching ball à Merus. Il a pas pu en placer une. Il a pris cher aussi. Mais en même temps, il a mis beaucoup de coups avant. Donc allez. Hein. Ouais, il a bien fait chier. Ouais. Avec les justes rétributions. Du coup, pour ma part, ah pardon, vas-y. Oui, ça je peux me donner. Pour une fois, je donne mon avis sur Dragon Ball Super. Hein. T'as le droit. Ça m'arrive rarement. Je t'avoue, je pense que si vous écoutez les podcasts et vous me suivez sur Twitter, vous savez que je ne suis pas un grand fan de Dragon Ball Super. Mais là, je dois avouer que quand même cette fois-ci, moi j'aime pas. Mais là cette fois-ci, je dois avouer, déjà l'arc en lui-même, je le trouve quand même déjà un peu meilleur que les précédents. Il y a du corps. Mais personnellement, ce serait que ce dernier chapitre, effectivement, j'ai apprécié aussi. C'est plutôt rare que. Généralement, c'est sympa, je lis parce que voilà. Parce qu'il faut bien. Parce que voilà, j'ai envie de m'informer, de voir un peu comme. Surtout que cet arc est un peu plus intéressant que les autres, donc à la limite, c'est bien. En plus, c'est disponible légalement sur Manga Plus, donc ça fera une autre news aussi, mais donc voilà, c'est bien. Et en plus, il y a Jaco dans cet arc, donc ça fait aussi. Voilà, c'est on va aussi en parler un petit peu. Exactement. Donc voilà, honnêtement, je me suis dit tiens, pour une fois, il y a quelque chose de différent. C'est pas juste de la bagarre, et puis finalement à la fin, il s'en tire avec des gouttes de sueur, et puis et il meurt pas en fait. Il y a enfin quelqu'un qui meurt dans Dragon Ball Super. C'est pas courant. C'est normal parce que jusque là c'était quand même très gentillet depuis le tout début, et donc effectivement ça manque. Moi ça m'agace un peu, je l'avoue. Bon, je ne dis pas qu'il doit y avoir 15 morts par chapitre non plus, mais. Non, on est beaucoup à demander ça. Voilà, c'est un peu. Et là tu dis tiens, ils osent enfin tuer un personnage qui est quand même
relativement important, je veux dire, en tout cas dans cet arc, qu'on nous a introduit quand même il y a quelques temps. Donc voilà, ça je dis ça bien. En plus, c'est un ange qui se décide de changer un peu d'idée. C'est l'anté-Zamas. Voilà, exactement, c'est tout à fait le contraire de Zamasu. Ça c'est bien, mais si je dois mettre un mais, parce que comme un peu avec vous, je dois mettre un mais aussi. C'est une bonne idée, mais l'exécution, ça aurait pu être mieux. J'ai l'impression que tout va un peu vite, quoi. Le flashback, il est donné à la fin du chapitre. Ouais. Bon, encore une fois, très bonne idée de construire une relation Goku, Mirus, tout ça pendant leur entraînement. Très bonne idée, mais ils auraient dû faire ça 2-3 chapitres avant. Voilà, exactement. Le problème de ce flashback, il est très bien, il est très touchant et bien écrit, enfin de mon point de vue, mais effectivement, et ça je le répète, ça m'a sauté aux yeux dès le début. Il vient en un bloc alors que des bribes de ce flashback auraient tout simplement pu être introduits quelques chapitres avant, pas pour répartir les dialogues, hein, mais simplement pour construire en amont, petit à petit, au fil des chapitres et jusqu'à la bataille finale, une relation Merus-Goku, parce que la relation Merus-Goku, ça n'a été que du combat jusque-là. Il y aurait pu avoir plus de pages, il y a quelques chapitres, pour introduire simplement des tranches de vie entre Merus et Goku, comme on a pu le voir lors de la saga Cell entre Gohan et Goku, qui effectivement finalement bouffaient un peu leur petit déjeuner en discutant et voilà, et on aurait pu avoir un peu plus ça aurait construit une amitié et on l'aurait su depuis quelques chapitres que quelque chose était créé entre eux, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui disaient mais c'est normal, ils ont passé 6 mois ensemble. Oui, c'est normal, mais c'est pas parce que c'est normal que on peut pas te le montrer, tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, oui, ça aurait pu être construit et je pense que ça aurait mieux marché. Ça a marché pour pas mal de gens, mais ça aurait pu mieux marcher. Voilà, je pense que ça vient de là. Je suis absolument d'accord, et c'est ce que j'allais absolument dire, c'est que voilà, c'est toute une très bonne idée, c'était émouvant, hein. Pour une fois je me suis dit tiens, il y a un truc bon qui m'émeut un peu, allez, c'est quand même joli, bon, Mirus qui disparaît comme ça. Alors, en plus c'est bien dessiné dans le sens, c'est bien mis en scène, on sent vraiment c'est le changement d'état entre guillemets, et de sa disparition, c'était bien, mais ça vient, c'est un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. C'est un peu dommage parce que du coup, t'as pas l'impression que ce sacrifice est vraiment. C'est un peu abrupt, ouais. Exceptionnel, quoi. Et ça, c'est dommage parce que pour une fois, il y avait un truc vraiment sympa, je trouve. Surtout qu'on ça change de Whis qui lui est dans la neutralité la plus neutre. Un vrai Suisse, ce Suisse. Un couteau Whis. Un couteau Whis, c'est bien joué, ça, bien joué. Voilà. Alors qu'ici, tu vois, Mirus, il a décidé, tiens, en contact des humains, il s'est dit, voilà, j'ai appris la justice, machin, et trucs. Même souvent, encore ce discours sur la justice, machin, ça vient un peu trop tard, c'est bien, mais voilà. Donc, moi, personnellement, j'ai bien aimé, c'est plus rare. Mais bon, il y a un petit regret quand même il balance tout un peu à la fin et. Ouais, bien, mais peut mieux faire. Alors que ça. On va rester sur cette idée, je pense. Bien, mais peut mieux faire. Exactement. Voilà, je pense que personne d'autre l'avait lu, hein. Oni et Kotenkun, je pense pas que vous l'avez lu. Bah alors moi je l'ai lu en diagonale, on va dire. J'ai regardé un petit peu. C'était pas mal. Moi je suis pas un gros fan de DBS, hein, comme toi Gohan, mais toi, hein. On est deux. Non, là ça fait peut-être c'est le deuxième chapitre d'affilée où je trouve c'est pas mal, ça se lit bien, alors qu'il y avait des chapitres j'avais beaucoup de mal, c'est limite j'arrêtais ma lecture tellement je trouvais ça pas terrible. Mais là, ouais, non, c'était pas mal. Bon, après, j'ai pas été touché plus que ça par la mort de Mirus, parce que je suis pas plus attaché que ça à ce personnage, mais non, je trouve que c'est bien amené, je trouve ça passe bien. Ça passe bien. Après, à voir s'il y a des conséquences à tout ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait des conséquences, en fait, avec cet ange qui prend part à des choses auxquelles il doit pas prendre part normalement, et là, je me dis, s'il meurt, il y aura pas de conséquences particulières, quoi. Donc, on verra bien. Après, je suis assez, on va dire que j'ai bien aimé. Ouais. Je pense que j'en ai aimé. Bon, il y a peut-être une conséquence quand même, c'est que Mirus a quand même détruit la capacité de Moro à absorber les pouvoirs des gens. Oui, non, mais quand je parle de conséquences, c'est plus conséquences par rapport à son rôle à lui, les anges, tout ça. Ah oui, là. Parce qu'au niveau Moro,
J'avoue, Moreau, j'aimais beaucoup Moreau au début, et là, je trouve qu'il est un petit peu trop classique. C'est le méchant de base, un peu un nouveau sel, quoi. Voilà, c'est surtout au niveau de son chara design que je le trouvais super impressionnant. Et maintenant, je le trouve vraiment quelconque, en fait. Ouais, c'est son changement. Ça, c'est une autre... C'est vraiment, enfin, je trouve ça un peu dommage. Après, bon, il est bien aussi, hein, quand même, comme personnage, mais je le trouve moins impactant maintenant. Je sais pas si c'est dû à son physique, son nouveau physique, mais je le trouvais plus impressionnant. C'est ça, à mon avis, mais je pense qu'aussi depuis un sacré nombre de chapitres, Toyotaro n'a plus réutilisé ces techniques qui étaient très très personnelles, c'est-à-dire cette magie à utiliser l'énergie de la planète sur laquelle ils sont. Ouais, c'est vrai. Et je pense, alors ça c'est moi qui pense ça, mais je pense que ça reviendra dans le combat final. Je pense que quand il sera totalement acculé, il va devoir revenir à sa spécialité. Et je pense que dans ce cas-là, et du coup j'espère qu'il y aura une grosse tension. Dans ce cas-là, il va devoir utiliser l'énergie de la Terre. Et s'il utilise l'énergie de la Terre comme magie, ça va faire des gros dégâts et ça va faire surtout du spectaculaire. Et donc je pense que la fin peut être vraiment spectaculaire, voilà, à ce niveau-là, et ça rendra un petit peu les lettres de noblesse à Moreau dans ses spécificités de combattant, quoi, je veux dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Non, mais oui, je vois très bien. Moi, c'est vrai que oui. Et c'est vrai qu'on en parle comme ça. Il y avait un truc qui me revient à l'esprit, c'est qu'avant de lire ce chapitre, j'avais un peu peur parce que je me dis, ça y est, on est reparti sur un combat, machin. Parce qu'il me semble que ça s'enchaîne un peu beaucoup ces derniers chapitres. Bon, il y a Vegeta qui s'y met, il y a Goku qui s'y met. Il y a du combat tout le temps. Plus d'une fois. Et bon, je me dis, ça commence à faire un peu redondant, quoi. Je veux dire, s'il y a jamais vraiment d'évolution, chacun se tape dessus sur Moreau et ça marche jamais, et puis voilà. Donc là, non, pour une fois, c'est un peu différent. Bon, il y a quand même du combat, machin, mais ça change un peu. Normalement, on doit arriver sur la fin, là, le combat final, et ça doit être. J'espère, parce que bon. Le feu d'artifice. Ce serait bien que bon, ils vont bouger un peu quand même. Hein. Là, je sais pas, à mon avis, Goku va se transformer en Ultra Instinct 2. God Super Saiyan. Oh non! Super Saiyan Dragon Ball Heroes, et puis voilà. Bon. Ouais, je crois que t'as bien conclu sur le chapitre. J'ai un peu peur de ce qui va se passer le prochain chapitre. Ouais, quoi. J'aimerais j'y voir. Mais voilà, comme quoi, j'étais un peu craintif de ce chapitre-là, et finalement, c'était pas si mal. Donc. Okay. Voilà, Ben, je pense que du coup, on a fait le tour du chapitre. C'est bien, 17 minutes, c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'on peut juste, ça va beaucoup plus rapide. On a vu sur Twitter qu'il y a un rédacteur en chef de la Shueisha qui... Il y a quelques instants. Donc c'est vraiment une nouvelle toute fraîche qui dirait peut-être on aurait une version française sur Manga Plus, donc c'est la version, c'est là on peut regarder légalement les chapitres de Dragon Ball Super. Ouais, le site de la Shueisha. Voilà, exactement, c'est mangaplus.com ou .co.jp, je sais plus. Ouais. C'est facile, tu peux regarder les chapitres gratuitement. C'est en anglais, mais au moins c'est gratuit et légal. Donc, et puis tu peux regarder aussi plein d'autres mangas. Voilà, déjà, donc il n'y a pas que ça, effectivement, c'est vrai que je regarde que ça. Ouais. Et il y aurait apparemment peut-être une possibilité d'avoir ça en français. Ouais. Ce qui serait déjà franchement extraordinaire, parce que je crois que ce serait une première par chez nous. Et ça serait un moyen d'arrêter le scantrad. Ouais. Qui, bon, je ne suis pas complètement contre, je dois l'avouer, mais non, si on peut avoir une version légale, voilà, si on peut avoir une version légale, c'est quand même vachement mieux. Hein. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ça devrait être fait de longtemps d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc en fait, ils disaient qu'ils étaient en pourparlers. Je te coupe. Ils disaient qu'ils étaient en pourparlers pour l'Europe. Donc le gars en question s'occupe du site. Il était en pourparlers pour l'Europe et le Brésil, et l'Amérique du Sud. Et dans un précédent tweet qu'il a effacé, il précisait la France et le Brésil. Donc en gros, en portugais et en français, ils sont en pourparlers pour le faire. Est-ce que ça va aboutir ? Ça dépend surtout des ayants droit français, enfin de ceux qui... Ouais. Mais voilà, en tout cas, l'idée est lancée, heureusement, et j'espère que ce sera le cas dans le futur. Ah ce serait cool pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais, ça peut arriver. Ouais. Ce serait cool, comme ça.
Ça ferait peut-être un peu plus de... On verra un truc enfin un peu moderne pour Dragon Ball, j'ai envie de dire, parce que Ouais. c'est... Et- par chez et nous, c'est pour- pas gagné. Hein. Et le jour où ça revient à la TV, ben on aura peut-être le même genre de système enfin sur des plateformes comme ADN et sur des choses comme ça, quoi, avec des Ce épisodes. serait quand même, allez, franchement, ça devrait... Ça aurait déjà dû être fait pour Dragon Ball Super, Ouais. trouver du nom. Je pense que je pense très sincèrement que ce sera le cas. J'y mets Bon, ma après, main il à faut un peu couper. voir si les chaînes de télé n'ont pas envie aussi de... Oui, c'est- mais- Ça finit par arriver sur Toonami, bon, Toonami France... Ouais, mais Je je ferai pense pas de qu'ils feront commentaires, la même, ils feront pas la même bêtise. Ils feront pas la même bêtise. mais voilà, si c'était pour faire ça, bon, je Voilà. suis désolé, gardez votre truc, hein, donc Ouais. oui, franchement, j'espère. Voilà, donc ça c'était la petite news, Ok. un petit teaser intéressant, j'espère que ça arrivera. Et donc, après avoir fait le tour des news, enfin, des 2 news dont on a pensé, je pense que nous pouvons donc attaquer le vif du sujet. À savoir la saga des Africain. patrouilleurs Pardon, excusez-moi. galactiques. Voilà, bon, avant ce podcast, j'ai appris qu'il y avait une saga des patrouilleurs galactiques, hein, donc c'est bien. Bravo. Il y a donc 3 œuvres, dont 2 j'en ai pas lu, c'est bien. Donc du coup, si vous m'entendez plus trop, c'est pas trop grave, c'est parce que je laisse parler ceux qui ont lu les autres. Parce que, bon. Tu vas aller nous faire un petit café. Tu veux nous ramener un petit café. Oui, bien sûr, hein, c'est vrai que j'habite pas très loin. Je prends la voiture, je serai vite. Hein. Ah, c'est gentil. Bon, en vrai, je pense qu'on peut demander à Kaiwai de dérouler le sommaire qu'il nous a présenté tout à l'heure, qui me Voilà, semble assez exactement. cohérent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il nous a fait Ok. un excellent plan, donc à Il toi a la pris de parole. bonnes notes, hein, après tout. Voilà, j'ai pris des petites notes comme un élève studieux. Hein, et donc en gros, pourquoi la saga donc des patrouilleurs galactiques? Parce que comme tu l'as dit, il y a 3 œuvres qui sont concernées. Dans l'ordre, on a donc les 2 premières œuvres qui sont un partenariat, un duo entre Akira Toriyama et Masakatsu Katsura. Masakatsu Katsura, on le présente plus, c'est l'auteur de Video Girl Eye, DNA Carré, Z-Man actuellement. Voilà, c'est un grand mangaka pour la Shueisha, hein, je Et suppose. c'est un ami personnel de Toriyama, si je me trompe. Et c'est, ouais, je pense que ils sont meilleurs amis, quoi. Katsura a C'est pas mal, quoi. 5-6 Oui, ans vu moins qu'ils que lui. téléphonent assez régulièrement pour se tenir au Exactement. courant. En fait. Exactement. Ouais. Je crois que quand ils travaillaient chacun sur leur BD, ils se téléphonaient en permanence pour raconter Ouais. leur vie et se motiver. Bah, c'est d'ailleurs Toriyama qui avait donné l'idée à Katsura de faire un personnage qui avait les cheveux qui s'hérissaient comme dans Exactement. son manga. Quoi. Ouais, c'était dans DNA Carré. Ah, tu vois, Le ça héros je passe connais en pas. Sutayan. Je Ouais. Bah moi je les ai achetés. connais quand pas j'étais trop gamin. les œuvres. Appleman et Devilman, la série animée. Je connais Ouais. pas. On a eu en fait au début quand les mangas sont sortis chez Glénat et autres, au tout début, hein, Katsura était un des premiers auteurs à être traduit en français quand ça a commencé à être la mode chez nous il y a 20-30 ans. Donc il y avait Video Girl Eye. Moi j'ai eu mes premiers émois devant On va tout savoir. Video Girl Eye. Voilà, c'était ma série d'adolescent, quoi. Donc j'ai tout appris sur la chose grâce à cette série. Et Surtout tout appris sur le trône, quoi. voilà, ouais. et Wingman aussi. Vous connaissez tous Wingman. Bien sûr. Ouais. Qui connaît pas, voyons. Je me souviens, ouais, de Wingman. Ouais, Wingman, ouais. Ça passait hein, au Club Dorothée. Ouais, je me souviens bien. Ouais. Donc, et pareil, hein, super-héros, ça rejoint un petit peu le thème finalement d'aujourd'hui. Et alors donc les 3 œuvres, donc on a Sachi, alors c'est difficile à dire, hein, Sachi-chan-gu. En français, on va plutôt le dire en français hein, parce que c'est un peu compliqué. Ouais, c'est trop forte Sachie, c'est ça? Ouais, exactement. Et pas Sachi. Sachi, ouais, Sachi. C'est vrai que c'est moins cool. Sachi, on a Jiya, qui est aussi un gars dessiné par Katsura, scénarisé par Toriyama. Et puis, quelques années plus tard, Toriyama finit la trilogie avec notre manga phare, Jacko, le patrouilleur galactique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez les dates. Aussi, ouais, j'aimerais. Ouais, vas-y, dis-moi. J'aimerais bien faire part aux auditeurs d'un point important que j'ai appris de la bouche de Kaiwai juste avant l'émission. C'est que perso, j'ai découvert Trop Forte Sachie et Jia quand c'est paru en France chez Glénat avec le recueil Katsura Akira. Ouais. Mais Kaiwai m'a appris que en fait les 2 récits étaient antérieurs à la sortie de Jacko The Galactic Patrolman. Ouais. Exactement, ouais.
Trop fort Sachier, tu m'as dit c'est 2008, 2008 et ouais. Gia, voilà. Gia, l'année d'après. 2009-2010. 2009-2010. Donc voilà, perso, Exactement. j'ai été surpris d'apprendre que le concept de la patrouille galactique était né avec, enfin plutôt sans Jaco. Et voilà, je trouvais ça important de le dire parce que je suis sûrement pas le seul qui a fait l'erreur. Mais la patrouille galactique, il avait déjà bien avant ça, je pense. Hein. Si Ouais. j'ai bien lu certaines interviews, je crois qu'il Ouais, avait ouais, tu as déjà raison. des idées, déjà 2003, 2004. Hein. Ouais, c'était Dans quelque genre. chose qu'il voulait faire depuis longtemps, ouais. Ouais. Bah, il a toujours été attiré par ce genre de récit de police galactique. Hein. D'ailleurs, Cashman, Saving Soldier Cashman, Ouais. c'est ça, hein, c'est exactement pareil. C'est un peu, Ouais, c'est ouais, le même ouais, délire. C'est d'ailleurs Jaco doit, dans l'histoire de Jaco, il doit gagner du pognon à un moment donné pour acheter du Sky Gold et c'est pas Cashman, c'est ça. C'est un personnage qui doit gagner de la thune pour essayer de repartir sur sa planète. Quoi. D'ailleurs, que je coupe, le Sky Gold n'est pas réutilisé dans Dragon Ball Super. Si, c'est le Blue Aurum qui est Voilà, utilisé ça dans me les time machines de Bulma en fait. Ah, je savais pas ça, Ouais. tiens. Tout C'est est le lié. même. Hein. Ouais. Ah oui, oui. tout est Qu'est-ce qu'on lié, n'apprend hein. pas quand même? Ouais, tout à fait. Donc, juste pour revenir dans un premier temps sur Sachi Chan-gu, ça a été édité dans le Jump Square, Oui. un magazine, le SQ, ouais, Jump SQ, en mai 2008. Voilà, le one shot qui faisait une 50aine de pages. Et qui est character designé par Toriyama, mais pourra changer complètement le design. Hein, Il n'avait pas aimé du tout le story, apparemment. Ah ouais. C'est marrant de lire les interviews entre les deux intervenants d'ailleurs. D'ailleurs, très important, à la fin de l'édition manga de Glénat, on retrouve beaucoup, je sais pas, une vingtaine de pages peut-être consacrées à des interviews, des model sheets. Et du coup, c'est là que, franchement, lisez pas les scans si vous voulez découvrir ces deux histoires. Déjà parce que c'est hyper sous-coté. Achetez-le et enfin vraiment, il y a un énorme plus à la fin, je trouve. C'est très fort. Ouais. Les deux, ils ont vraiment l'air de super bien s'entendre. Enfin, ils s'engueulent en permanence justement. Mais deux Japonais qui s'engueulent en général, c'est qu'ils s'entendent vraiment bien, quoi, je pense. C'est vrai que c'est rare pour des Japonais, hein, ça vous voulez. Ouais, on sent vraiment une complicité extrême entre les deux personnages. Donc il y a une grosse interview, comme tu dis, Goten. Il y a une grosse interview à la fin du volume de chez Glénat. Hein. Franchement, achetez-le. En plus, il est en taille Perfect Edition, hein, donc il est plus gros que les simples Takonbon. Ça vaut. Enfin, moi, je préfère. Hein. Je suis vieux, moi, avec mes yeux. Il faut que j'aime bien les mangas un peu plus gros en taille. Il y avait des grosses lunettes aussi. Hein. Ouais, pour moi. c'est plus beau aussi. Comme celle de Migame. Ouais, c'est plus beau aussi. C'est beaucoup plus beau. Ouais. Moi, One Piece, c'est trop petit, par exemple, pour moi. Hein. C'est tellement fouillis que je vois rien. Il y a beaucoup d'encre par page aussi. Enfin, c'est pas le sujet, mais j'ai le même problème avec One Piece, donc je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, une perfect, c'est quand même plus digne. Et puis alors, évidemment, les gros formats A4, c'est ce que je voudrais. Quand je serai en maison de retraite, je n'aurai plus que ce genre de. Exact. Du coup, t'as acheté toute la version Hachette de Dragon Ball alors. Voilà, ouais. Juste pour la taille. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Kaiwai, par rapport à l'alchimie qu'il y a entre ces deux auteurs, en fait, je trouve Toriyama au scénario. Toriyama, il est quand même assez connu pour avoir un penchant pour les histoires un peu qui se prennent à la légère, voilà, un peu comique, un peu, je sais pas si on peut dire bon enfant parce que c'est quand même parfois souvent salace. Mais je trouve que le maître avec du coup Katsura qui est un mec qui est habitué à faire vraiment du dark, enfin en fait leur monde c'est comment on dit, ils sont tous les deux aux antipodes dans leur création. Le contraste est excellent. Exactement. Ouais. Et en fait c'est fou parce que les deux histoires là, Gia et Sachie, c'est la rencontre de deux univers totalement différents et ça donne un résultat fou que j'adore perso. Je trouve ça trop cool de parler de Katsura Akira parce que c'est vraiment une œuvre sous-côté, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup l'occasion. Personne le connaît, ce truc. Ouais, moi j'ai énormément d'amour pour ces deux histoires et je trouve que c'est mené de main de maître par deux maîtres justement qui différents mais qui exactement. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une grosse différence entre les deux. On sent que dans le premier, donc c'est la première collaboration, l'histoire de Sachi, on sent que Katsura
penche un peu vers le bon enfant de Toriyama. Il se laisse un petit peu, je veux dire. Je crois que dans une interview, il a dit qu'il avait voulu se démarquer par rapport à ça. Il a voulu pour Satie, quand il a appris qu'il allait faire une collaboration avec Toriyama, il a voulu faire un style un peu plus déformé. C'est pour ça que c'est différent, en fait. C'est différent, mais ça reste. Ouais, c'est différent de son style. Mais du coup, ça se rapproche un peu du bon enfant de Toriyama, et on a l'impression que c'est un peu l'inverse dans c'est ça. Comment allez, aidez-moi, Gia, qui est beaucoup plus dark, d'ailleurs, qui est plus dark et le graphisme est beaucoup plus Katsura en fait, vraiment. Exactement. Et oui, du coup c'est ça. On va dire que la première histoire, Sachie, elle est plus orientée peut-être aventure, gag à la Dragon Ball, là où Gia, ça va être plus à la Dragon Ball Z. Ouais, c'est il y a des enjeux sérieux, des combats plus épiques. Ouais, t'as raison, ouais. Ouais. Et le héros est super charismatique, je trouve, le personnage. C'est un Jacko boosté, tellement. Quoi. Ouais. J'adore Stess et Gia, je trouve. Stess qui est l'antagoniste de l'histoire, du coup, qui contrôle pareil Vampa, le vampire qui est possédé, qui sert qui est d'ailleurs réutilisé dans le film Broly. Ouais. La planète Vampa. C'est vrai. Putain, je m'étais même pas fait la réflexion. Il y a une référence à ça, effectivement. Très fort. Et en parlant de référence, il y a le fameux la technique de l'homme sous. De l'homme sous, ouais. Que Gia utilise face au boss, et qui est super bien rendu. On sent en fait que c'est le storyboard de Toriyama, et puis on sent que c'est la patte graphique de Katsura, hyper dynamique. Le personnage est extraordinaire. Les combats sont terribles dans Gia. Et il y a aussi un genre d'hommage aussi dans Gia quand Kaede sort de la douche, ou je ne sais plus trop quoi. C'est un genre d'hommage à Bulma qui avait montré sa culotte à Kame Sennin. En fait, je crois qu'il utilise le même angle de vue que Bulma, effectivement. Et Toriyama voulait qu'elle soit à poil, et il était étonné que Katsura, parce qu'il s'imagine que Katsura c'est le mec qui a systématiquement envie de dessiner des bonnes femmes nues, ce qui est pas tant faux. Et il était très étonné qu'il lui ait rajouté la culotte. Alors il se comprenait pas, il disait mais qu'est-ce que t'as foutu, pourquoi tu l'as pas mis tout de suite? Et l'autre il disait mais non, c'est pas mon but, j'avais pas du tout l'intention de faire ça. Enfin bon, c'est très drôle, il faut lire les interviews, ça rajoute vraiment quelque chose à l'expérience de ces deux mangas. Donc pour revenir à Sachie d'abord, dans un premier temps, donc on retrouve énormément de choses, de références et autres. On a notamment le vaisseau qui est exactement identique au vaisseau de Jacko plus tard. Et c'est vraiment le vaisseau de la patrouille galactique. Le logo de la patrouille galactique est différent, mais ça reste la patrouille galactique. Maintenant, voilà, on peut pas vraiment dire. Enfin, il y en a qui pourraient s'amuser à essayer de dire Gia et Sachie se passent dans l'univers le Dragon World. C'est pas le but. Je pense pas que ce soit le but. On peut imaginer, mais il y a pas besoin d'essayer de le placer. Je veux dire, dans la timeline de Dragon Ball, faut pas exagérer, quoi. On peut s'imaginer ce qu'on veut, mais ça n'apporte pas grand-chose d'essayer de le faire, je pense, dans ce cas-là. Mais en tout cas, les références sont là. Il y a le logo. On retrouve le peuple Octo, par contre. Le peuple Octo, c'est les fameux poulpes. Ouais. Avec des têtes de cul. Comme le maître de la galaxie dans le roi de la galaxie. Le roi, ouais. Qui apparaît dans Jacko, puis dans Dragon Ball Super, forcément. Le roi de la galaxie vient. C'est bien parce qu'on peut quand même s'imaginer que cette planète Octo existe et que le roi de la galaxie vient de cette planète. Et puis tu as même une mention au Tenkaichi Budokai. Le père de Sachie qui est un grand art martiaux, c'est exactement. Et qui a gagné apparemment le Tenkaichi Budokai. Alors je sais pas si en japonais, parce que en français ils disent championnat des arts martiaux, donc j'imagine que dans la version, j'ai pas eu le temps de malheureusement. J'imagine que ça doit être la traduction directe de Tenkaichi Budokai. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, mais voilà, enfin il y a cette référence. Et puis il y a les fameux trios de méchants qu'on retrouve dans 1000 versions différentes dans Dragon Ball et dans les œuvres de Toriyama. Il me faut d'ailleurs penser aux méchants dans le trio dans Dragon Ball GT. Ah oui, merde, je sais plus. Ouais, les Parapara Brothers. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, Ils sont très proches dans leur style, et ils font aussi penser au trio dans Dragon Ball Super, dans l'arc Moro, le trio des spaghettis, les frères Macaroni. J'avais oublié ceux-là. Ils sont très très proches aussi. Moi, je sais pas pourquoi, mais le leader de cette bande me fait un peu pas Monaka.
je trouve qu'il a la façon dont il est dessiné, il a une poitrine un peu plus opulente, je sais pas. Ouais. Il fait penser à qui? Monaka. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Avec la poitrine un peu plus développée, quoi. Ouais, effectivement. J'ai pas compris, c'est une référence, enfin, ça t'a fait penser à qui? À Monaka. D'accord. Putain, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il a des miches, en fait, le gars. Il a littéralement des miches. Je l'ai sous les yeux, là. Il faut, dans la version YouTube du podcast, on pourrait, à mon avis, admirer les magnifiques miches de l'un des personnages du trio. C'est dans ma relecture de Sachi que je me suis dit, tiens, ça me fait penser un peu à Monaka, la poitrine un peu ressortante, comme ça. Ouais, effectivement. Voilà, et puis le héros, le duo est classique, hein, un garçon, une fille, c'est ce que Toriyama a toujours. Ouais, mais pour une fois. Comme dans l'autre, comme dans Gia, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ouais. Pour une fois, la bête féroce du duo, c'est pas l'homme, c'est pas Goku et Bulma, c'est Sachie qui porte vraiment le. Ouais. Ouais, t'as raison. Le muscle du groupe, et ça c'est assez frais aussi de voir une personnage féminine vraiment mise au centre, une femme forte, c'était cool. Tout à fait. Alors personnellement, mon avis personnel sur Sachie, voilà, moi je suis pas énorme fan de celle-là. Je préfère franchement Gia personnellement. C'est l'impression que une histoire qui suit ça tranquillement. Oui. Sans. Voilà. Il n'y a pas vraiment de gros enjeux, mais par rapport à Gia, où c'est déjà plus. Ouais, j'ai l'impression que Katsura s'émancipe un petit peu plus dans Gia, en fait. Il comprend que Toriyama veut pas mettre de sentiments et ça le saoule. D'ailleurs, il le dit clairement dans les interviews. Il dit voilà, tu veux jamais tu fais chier parce que tu veux toujours faire des histoires un peu plates et tu veux jamais que les gens réagissent ou aient des sentiments en regardant tes mangas, et moi ça m'embête. Alors je pense qu'il aime les choses simples, quoi, en fait. Simple, ouais. Ça fonctionne, hein, la plupart du temps, on peut pas dire. Bah déjà, Gia c'est beaucoup plus long que Sachie. Ouais, 3 chapitres. Beaucoup plus long, et même niveau dessin, Sachie c'est un peu pas grossier, mais c'est moins détaillé, c'est des dessins un petit peu plus classiques, on va dire, voilà, un peu déformés. Ouais. Alors que Gia, c'est détaillé à mort, il y a vraiment des personnages, ils sont magnifiques, quoi. Vampa, et les armures sont très belles. Ouais, c'est super beau. Les décors aussi. Oui. Ouais. Les planches sont magnifiques, c'est réalisé de manière dingue, je trouve. C'est vrai que c'est un plaisir de lire cette histoire, alors que c'est vrai que Sachie, c'est marrant, c'est sympa, mais bon, on le retient moins que Gia, je pense. Je trouve Gia, il y a plus d'enjeux, il y a plus de ça marque plus, je trouve. Est-ce que ça veut dire qu'on va passer à Gia? Vous avez fini avec Sachie? Sachie, oui, tout à fait. Je crois qu'on les a un peu mélangés. Pour le peuple d'Octo, j'avais vu que dans le bouquin comment ils étaient. Le crâne faisait penser au cul du roi Nico-chan. Ils avaient un peu allusion à ça aussi. Oui, en fait, il avait modifié. Je crois que Katsura avait modifié le design de Toriyama pour ressembler un petit peu, faire une référence au grand roi Nico-chan, et puis ça avait pas plu à Toriyama, donc il était dommage. Forcément, il était revenu à la base. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi avec Gia, c'est que je trouve que même au-delà du fait que le dessin soit beaucoup plus beau, beaucoup plus détaillé, etc. Il y a aussi un propos, un message qui est fort. Enfin, genre, c'est quand même je trouve la rencontre de Gia avec les Terriens, représentés par je sais plus comment ils s'appellent, les deux protagonistes. C'est Kaede et Kyomonji. Et Son Gohan Fukatsu no F, exactement. Ouais, exactement. Et je sais pas, je trouve c'est vrai qu'il ressemble à Gohan en plus. Ah oui. C'est vrai. C'est un beau manga en vrai, un beau one shot qui cause de nature humaine, et ça peut-être entrer en résonance avec le propos général de Dragon Ball Super et du Dragon Ball moderne, qui est, vous savez, la place des mortels dans l'univers. C'est une thématique qui est présente à peu près chaque arc, et je trouve que Gia, qui pourtant est plus vieux que tout ce renouveau de Dragon Ball qu'il y a eu en 2013 avec Battle of Gods, Jaco, etc.
Je trouve que JA il s'incorpore vachement bien avec voilà tous ces enjeux là du nouveau Toriyama, un peu de son traitement de la licence Dragon Ball avec les dieux. Enfin, il y a pas de dieux, mais non, mais t'as raison. Ouais. La place de l'humain et de ouais, voilà, dans l'univers. Pas au niveau des dieux, mais dans l'univers ici en tout cas. Et je trouve ça super chouette. Je pense que ça, y a rien à faire. Hein. Cette trilogie des patrouilleurs galactiques a beaucoup influencé ce qui allait se passer dans Dragon Ball à partir de là, quoi. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, c'était Kaiwai et je sais plus qui disait que qui ne considérait pas Katsura comme faisant partie vraiment de la timeline du canon de Dragon Ball. Alors, je pense que ça n'a pas été conçu pour en faire partie, mais quand même aujourd'hui. Ouais, j'aurais du mal à ne pas le comprendre dans, en tout cas, une espèce d'univers étendu de Dragon Ball, un peu à la Star Wars, avec, enfin voilà, il y avait il y a quand même la patrouille galactique, même si visiblement c'est un ancien logo. Enfin, c'est soutenu par le fait que sur Terre il n'y ait pas Goku, etc. Donc ça se passe sûrement dans le passé de la Terre de Dragon Ball. Il y a le roi galactique qui est quand même un personnage qui factuellement apparaît dans Dragon Ball Super. Tout est là, en fait. Tout est là, tu as raison, hein. Tout est là pour que ça fasse partie du monde de Dragon Ball. Et du coup, c'est comme Dr. Slump, hein. Tu l'intègres là, il est là, mais il n'y a pas vraiment de... C'est sûrement comme ça qu'il faut le voir, mais moi franchement je l'accepte aisément dans mon canon personnel de Dragon Ball et ça me fait franchement en fait le fait vas-y. Oui. Non, vas-y. Le fait que ce soit dessiné en fait par quelqu'un d'autre fait simplement que il y a beaucoup de choses qui changent et donc on pourrait se dire mais c'est pas le même monde que je connais. Non, c'est simplement la plume de l'artiste qui est différente et donc effectivement il y a ne serait-ce que le logo de la patrouille galactique est dessiné vraiment, mais ça reste la patrouille galactique, donc voilà, c'est l'esthétique qui change, mais on peut aisément, pour moi, intégrer ces deux œuvres à l'univers étendu de Dragon Ball et du Dragon World. C'est pas du tout hors propos. Ouais. Après, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour. Je pense que après ça, j'aurais fini avec mes commentaires sur Jia, mais pour moi, ce recueil, la Katsura Akira, c'est tout ce que j'attendais du Dragon Ball moderne avant que Dragon Ball Super arrive, etc. Parce que c'est quelque chose qui est validé par Toriyama. Comme tu l'as dit, c'est justement voilà, c'est une esthétique qui change, c'est rafraîchissant, il y a ces codes d'arts martiaux, même de boules de ki que J a fait en se battant contre Vampa, etc. Mais sous la plume d'un nouvel auteur qui n'hésite pas, enfin qui ne pense même pas à être fidèle au style de Toriyama, comme le ferait un Toyotaro qui a cette responsabilité de coller, etc. Et donc avec ce style de dessin novateur, le fait qu'on s'éloigne du sempiternel Goku et de ses potes avec un protagoniste inédit mais qu'on conserve les règles de l'univers de Dragon Ball qu'on connaît bien. C'est moi j'aurais beaucoup aimé qu'avec le renouveau de la franchise Dragon Ball on ait des choses qui ressemblent à ça en fait, qui explorent parce que quand même Dragon Ball, je pense que niveau niveau univers étendu, niveau potentiel de choses à raconter, ça a vraiment rien à envier à Star Wars ou Marvel. Ça pourrait choquer ce que je dis parce que c'est quand même des licences qui sont plus importantes peut-être. Ouais, mais l'univers est énorme dans Dragon Ball. Mais franchement, on a 12 univers, dans un univers, il y a d'innombrables planètes. Exactement, il y a des chronologies alternatives, etc. Et du coup, je trouve ça dommage de toujours raconter des histoires avec Goku et ses amis, enfin surtout Goku et Vegeta qui sont censés être des personnages terminés, conclus depuis de maintenant 2 décennies quoi. Et voilà, enfin je voulais juste terminer ma lettre d'amour pour Katsura Akira. La patrouille galactique a apporté un vent frais à la licence. Oui, c'est clair. Et voilà. Mais c'est important ce que tu dis parce que on le sait dans les interviews. D'ailleurs, je l'ai posté encore sur Twitter ce soir. On avait quand même une discussion avec Toriyama qui disait qu'il avait encore dans sa poche quelques histoires qu'il aurait bien voulu dessiner avec Katsura. Donc ça il le dit clairement, il le dit même dans plusieurs interviews, il dit bah voilà mes prochains projets, moi c'est maintenant c'est du scénario, j'ai plus envie de faire des mangas, mais par contre j'ai encore des scénarios à te faire dessiner. Ça c'était avant
qu'on relance Dragon Ball. Donc effectivement, après ça, il a été pris dans l'attente et dans la tempête de devoir scénariser à peu près tout ce qui passait sous la main de Dragon Ball Super. Donc à mon avis, là, il avait plus le temps pour scénariser d'autres choses. Mais ce qu'il aurait voulu faire, lui, en tout cas, ça aurait été de faire encore des histoires avec Katsura, et puis ça aurait pu être fait avec d'autres. Hein. Et comme tu dis, l'univers de Dragon Ball offre vraiment énormément de possibilités, et je suis étonné qu'au sein de la Dragon Room, où effectivement toute la ligne éditoriale de Dragon Ball est décidée au jour le jour, qu'on n'ait pas plus d'œuvres comme le manga de Yamcha, dans la peau de Yamcha, de Dragon Garuli, Dragon Garuli qui a fait un manga et qui n'en a plus fait derrière, alors qu'il n'arrête pas de dessiner du Dragon Ball, on le voit sur Twitter. Il y a plein de gens comme ça qui adorent Dragon Ball et qui pourraient faire des one-shots. C'est pour faire de l'argent, mais aussi pour faire plaisir aux fans, quoi. Hein. Je veux dire, si c'est bien écrit, si c'est intégré, pourquoi pas, quoi. Il y a plein de choses. Nafi pourrait aussi, celle qui fait Dragon Ball SD, faire un truc à côté. Elle continue. C'est une des seules justement qui est occupée avec Toyotaro à en faire tous les mois ou tous les 2 mois. Donc je veux dire, elle est occupée sur du Dragon Ball, mais voilà, il y a d'autres auteurs qui sont tout à fait capables de le faire. Clairement, perso, du Yamcha Gaiden, même du Katsura Akira. Des histoires comme ça, moi je suis demandeur à mort, quoi. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit ce que le grand public entre guillemets cherche. Donc ça, on est d'accord. Non. Ça, d'ailleurs, je vais vite un peu parler de Jaco, vu qu'on parle des gens qui ne s'intéressent pas trop à ce qu'il y a autour, tout ça. Toriyama avait dit que tout ce que les gens retenaient plus ou moins de Jaco, c'était les chapitres. C'est ça qui est bien dommage. Il a dit c'est dommage que les gens ne s'intéressent qu'à ça, alors que malheureusement. Parce qu'il dit dans sa même interview, il dit que Jaco pour lui c'est l'œuvre qu'il voulait faire, en fait, qu'il a toujours voulu faire, et c'est son œuvre préférée, en tout cas sur le moment qu'il disait. L'un des Kowa, c'est l'œuvre préférée. Voilà. Et Jaco et les personnages en tout cas de Jaco étaient, enfin du manga Jaco, étaient ses préférés, quoi. C'était des personnages qu'il adore. C'est comme ça qu'il voulait les dessiner. Mais il le sait très bien, il a dû faire, et je suis même pas sûr qu'à la base il voulait vraiment le faire. Je pense qu'il voulait faire 10 chapitres de Jaco, et puis il voulait arrêter son histoire. Pour lui, elle était finie. Et puis, je pense quand même que son éditeur a dû lui gratter, lui tirer la manche pour lui dire, écoute, ça fait partie de Dragon Ball, alors intègre au moins quelque chose. Et alors, je pense qu'avec ça, il a intégré Bulma, et puis ensuite dans le dernier chapitre, Bardock et puis Goku, quoi. Donc, honnêtement, je sais pas si Toriyama avait pas prévu depuis le début de la sérialisation de Jaco d'en arriver là, parce que au final Jaco, s'il vient sur Terre dès le départ, c'est pour Goku, c'est pour oui, on le sait quoi. Mais du coup, moi je sais pas, j'ai tellement une impression de tome 0 de Dragon Ball quand je lis Jaco du début à la fin, tout à fait d'accord, que justement, genre je pense que Toriyama a eu une maîtrise de bout en bout sur cette œuvre. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Non, mais t'as raison aussi, ouais, tout à fait. Même Dragon Ball Minus, pour moi, il dénote pas du reste. Au contraire, il s'incorpore parfaitement à Jaco. Et putain, d'ailleurs, j'avais eu beaucoup de mal à accepter Dragon Ball Minus à sa sortie, parce que pour moi, le canon, c'était l'OAV. Pas l'OAV d'ailleurs. Exactement, oui. Le TV Special de Bardock qui m'a énormément marqué. C'est un gros sujet de discussion. Hein. Je pense même qu'on pourrait se le garder. Je pense, si je peux me permettre de vous demander, on va peut-être garder ce sujet-là pour la fin. Parce D'accord, qu'il y a vraiment, on a chacun notre avis sur la question. C'est une bonne idée, ouais. Oh, ça va chier. Mais je pense que ça intéresse aussi pas mal de monde, parce que voilà. Mais comme c'est le dernier chapitre, on va peut-être se le garder pour la fin, le petit côté Bardock. Ouais, non, mais t'as raison, pardon. Non, mais t'as raison de le soulever, en tout cas. C'est une bonne réflexion. Donc voilà, on en a peut-être fini avec pour faire avec les Katsura Akira. Je dirais tout simplement qu'il est paru en avril 2014 en volume relié, donc 5 ans après l'apparition des chapitres, en fait. Donc ils ont attendu assez longtemps pour le sortir en volume relié. Ils ont surfé en fait sur Jaco, puisqu'il est sorti en volume relié après Jaco. C'est ça qui t'a d'ailleurs c'est ça qui a fait que t'as cru que c'était sorti après Jaco. Ouais. Oui, voilà, exactement. Ouais. D'ailleurs, Jaco, que j'avais vu qui était sorti,
quasiment simultanément chez nous, au Japon, quoi. Oui, effectivement. J'avais vu ça aussi. Le nouveau manga de Toriyama, Glénat a bien sauté sur l'occasion pour l'éditer très rapidement. Je sais pas parce que là j'ai le tome de Jaco sous les yeux, le dépôt légal c'est quand même en 2015, ça fait 2 ans après l'apparition japonaise. Ouais, bon, c'est parce que c'est bizarre parce que dans une interview il avait dit que c'était quasiment sorti en simulcast pour la prépublication alors. Ah peut-être ouais. Difficile à dire, mais effectivement. Ouais, t'as raison, je le vois aussi là, sous les yeux, donc à voir. C'est sans doute pour la prépublication alors. Ouais. Donc voilà pour Katsura Akira, je pense que on a à peu près tout dit. Donc, des belles œuvres à découvrir. J'ai une petite anecdote peut-être encore pour Dia. Ouais. Vas-y. Et lors d'une interview dans un magazine, il avait posté également un storyboard de Dia, un des tout premiers storyboards de Dia. Et c'était on constate qu'en fait le personnage qu'il y a sur son storyboard c'était des prémices de Jaco et de Omori. Ah, c'est intéressant ça. Je vous le partagerai sur Twitter. Ah oui, on le mettra peut-être aussi à l'écran au moment de la vidéo. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Parce que j'ai été étonné, je me dis oh punaise, c'est vraiment c'est l'artwork de Jaco qui arrive qui est sur Terre et où tu vois Omori qui veut réparer son vaisseau quoi. Et ça date de 2009 quoi. Ah ouais, intéressant. Très fort ouais. Ouais, je pense que Toriyama a énormément il avait déjà bien les choses bien avant. Il avait vraiment les idées à l'avance depuis Belle Lurette. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il doit avoir dans sa besace qu'on n'a jamais vu ouais. Ça me fait fantasmer très très régulièrement, personnellement. Je voudrais être dans sa corbeille à papier. Allez checker la chaîne YouTube de Kaiwai évidemment. Il fait du super contenu sur Dragon Ball, sur l'actualité et tout, avec des réflexions. Oui, des petites analyses. On essaye d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on voit. Voilà pour Jaco. Passons peut-être à Jaco, qui est vraiment la dernière œuvre faite maison par Toriyama entièrement, que ce soit l'ancrage, le scénario et puis le dessin. C'est vrai, ouais. C'est sa dernière et il le dit encore une fois en interview. C'est fini, il veut plus faire ça. Maintenant, c'est le scénario. Il fait du scénario. Ça fait bizarre, hein. 7 ans quand même. C'est spécial. Hein. Il fait plus que des illustrations maintenant. Illustration et scénario, voilà. C'est son gros truc. Hein. Parce qu'il faut pas oublier que il a scripté les films, les 3 films, quasiment. D'ailleurs, il voulait, de ce que j'ai compris, sortir Jaco simultanément avec Battle of Gods. Battle of Gods. C'était le plan marketing, effectivement. Mais ça l'a crevé. Il était crevé. il avait plus le. Ah, c'est logique. Hein, bon. Ouais. Il avait plus l'habitude, donc il a pas réussi à soutenir le rythme. Mais effectivement, le plan marketing, c'était renouveau Dragon Ball. Donc volume 0, comme tu le disais tout à l'heure, volume 0 de Dragon Ball, le Jaco. Qu'on peut vraiment considérer comme ça, et la sortie d'un nouveau film. C'était vraiment ce qui était prévu. Et d'ailleurs, il y a une référence à Battle of Gods à la fin de Jaco dans le fameux Dragon Ball Minus. Justement, la réplique de Freezer, on parle de Super Saiyan God. Exactement. Du coup, on sent bien que c'était un peu fait exprès, quoi. C'était voulu, quoi. Il venait de scénariser le film, Toriyama. Donc il était en plein dedans, et il a lié, et il l'a fait encore plus, alors, dans la suite de Dragon Ball Super, et dans le film Fukatsu no F, où, pour la première fois, Jaco apparaît en animation, effectivement. Venu de nulle part, d'ailleurs. C'est vrai. Il le mérite, c'est, franchement, je me serais pas attendu à l'époque de la sortie de Jaco à le voir. C'est fou quand même le voir en relation avec la Z-Team, parler à Goku en animation. Enfin, genre c'est beau pour le personnage d'être arrivé là quand même. C'est excellent, ouais, tout à fait. C'est un personnage important. Ouais, franchement c'est vraiment un personnage hyper frais. Ça fait vraiment plaisir de le voir. Ouais, il est bien Jaco. Même aux côtés de la Z-Team. Il apporte beaucoup de fraîcheur à tout ça, ouais. C'est ça, défendre la Terre face à Moro. Un des personnages préférés de ma copine d'ailleurs, petite dédicace. Il est terrible ce personnage. Ouais.
D'ailleurs, quand vous avez découvert Jaco, genre, je sais pas si vous avez lu les scans semaine par semaine, vous attendiez que ça allait se centrer vraiment sur Dragon Ball ou pas? Honnêtement, moi, j'ai pas vu venir. Pas dire, ouais. J'ai pas vu venir du tout. J'avais pas lu vraiment tout au début selon la publication, j'avais eu plus de suivi vers la fin et j'étais un peu étonné de voir ça d'ailleurs. Bon après c'est bien fait quand même, c'est bien fait. À part bon, il y a des petits trucs qui me gênent un peu, mais bon après on en reparlera par la suite. Oui, moi je l'ai pas vu à l'époque en fait. Il faut, ouais, je vais pas m'étendre sur ma vie parce que tout le monde s'en cogne, mais en gros je me suis plus intéressé à Dragon Ball pendant 10 ans, et c'est avec Battle of Gods que c'est revenu en fait. J'ai fait une overdose. Oh là 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 là. Ouais, mais je suis né à l'époque de Dragon Ball, donc j'en ai bouffé à la petite cuillère pendant 10 ans. J'étais gamin et c'est vrai que j'ai eu une overdose à 20 ans. Je me suis intéressé à d'autres choses et c'est vraiment revenu, mais comme un boomerang à l'époque de Battle of Gods. Et donc Jaco, je l'ai découvert quand il est sorti en takombo, enfin en volume quoi. Donc j'ai tout découvert d'un coup. Ah d'accord. J'ai pas eu la surprise. Moi je pense que je vais vous donner un coup de vieux parce que quand Jaco est sorti, moi j'avais 13 ans. Et donc déjà voilà, c'est dit. Ça va. Je me souviens que mais tu es mon fils. Je me souviens que j'avais trouvé de quoi lire en fait Jaco pendant sa parution en SCAD sur internet et tout. J'avais lu le début, j'avais pas trop accroché, et en fait sur les forums de jeuxvideo.com, des jeux qui sortaient à l'époque, donc je crois que c'était en plein Battle of Z, ce genre de truc, quand les gens ont commencé à parler de Jaco en mode oh là là, le plot twist à la fin, c'est lié à Goku et tout, c'est là que je me suis intéressé, j'ai retourné ma veste. Folie, ouais. Je trouvais ça bien amené, moi, son truc de un peu le fait que ça allait s'accrocher à Dragon Ball. Comment? J'ai trouvé ça bien fait, le fait qu'il cachait le fait que ça allait se raccrocher à Dragon Ball sur la fin, même planter des petits indices, l'idée était bonne, ça devait être sympa de suivre ça à l'époque, effectivement. Franchement. Ouais, moi je l'ai suivi semaine par semaine. Ah, bien. Ce twist très très fort, hein. Ouais. On s'y attend pas du tout à ça. Pourtant, c'est vrai, il y a quelques indices quand même qui laissent que ça peut être ça, mais bon, on pense à autre chose, on pense pas à ça du tout. Le fait qu'ils utilisent les yens dans cette histoire-là. Oui, c'est pour ça que le bilan, c'est pas possible, c'est les zéniths dans Dragon, c'est bizarre. Et ils en parlent à la fin, ils font une conversion en zénith, enfin, le contraire plutôt, mais... Ouais, il a bien joué son truc, La révélation de qui est Tights, qui est le protagoniste qui est là depuis le début, en fait, what the fuck, c'est la sœur de Bulma, elle est là. Ouais, du coup, les parents, ils ont quel âge, quoi. Ouais. Puis, franchement, la fin de Jaco, je la trouve brillante parce qu'elle connecte vraiment pas mal de points du manga Dragon Ball entre eux. Parce que, en fait, on voit Goku et Bulma peut-être quelques dizaines de minutes avant leur rencontre. On voit Goku qui fait bonne pêche avec son poisson derrière lui. Bulma qui fait un dernier coucou avant de partir pour son voyage de Dragon Ball. Et on en parlait tout à l'heure, même la mention du Super Saiyan d'hiver, ça marche. C'est peut-être marketing, mais ça colle avec ce que je dis. Et franchement, la fin de Jaco, c'est un gros mind blow, ça fait très très plaisir. Ouais, c'est vraiment une belle perle du génie d'écriture de Toriyama, et je trouve ça vraiment beau qu'il nous quitte sur cette note où on sent vraiment qu'il prend plaisir à faire cette œuvre, et en même temps c'est Toriyama quoi. Il est lié à Dragon Ball, et terminé avec Dragon Ball Minus, c'est hyper symbolique et cool. C'est vrai. De la part je trouve que c'est son œuvre la plus personnelle. Je trouve que. Ouais. Avec Nekomajin peut-être, qui parodie Dragon Ball. Oui. Dans la manière dont ça se sert du mythe de Dragon Ball. Jaco et Nekomajin. Nekomajin, on sent qu'il s'amuse vraiment à le faire. Je crois. Limite, c'était un peu je pense qu'il s'est un petit peu après parodié. Dragon Ball. Ouais, il s'est parodié, il s'est fait du bien là-dessus. Je pense que c'était une thérapie aussi un petit peu. Surtout que lui, à la base, c'est un peu l'humour, hein, ces mangas. Donc, Ouais, complètement. C'est un peu beaucoup. Et alors qu'ici, il a voulu vraiment raconter une histoire. Et je trouve, enfin moi, quand je vois le héros, donc je retombe plus dessus, le petit vieux, pardon. Omori, pardon. Je sais pas. Pour moi, il a un petit côté de Toriyama qui est. Il est touchant, il est touchant. Ouais, il est touchant. Ce personnage est touchant. En fait, Jaco est touchant, alors que je pense que Toriyama veut pas se faire ce genre d'histoire, mais
Il y a un ton un peu réaliste même dans les dialogues. Je trouve que c'est un parfait mélange de tout ce que Toriyama sait faire. Je qualifierais vraiment d'œuvre. C'est bien qu'ils partent, comme tu dis, c'est bien qu'ils partent là-dessus. Il y a tout ce qu'il sait faire, du fan service et en même temps ça va droit au but. C'est nickel, c'est drôle, hein, c'est sincère. Les dialogues sont, je l'ai relu tout à l'heure, les dialogues sont excellents. Ils sont vraiment sincères entre les personnages, c'est très juste. Ah, moi vraiment, j'ai beaucoup d'émotions quand je lis Jaco. C'est comme je disais pour la fin qui connecte plein de points et tout, et même je trouve, en fait c'est hyper frais, tout le déroulé, ça prend son temps. Il y a beaucoup d'interactions. Pas beaucoup d'action, beaucoup de dialogues. Ouais, c'est clair. C'est vraiment une histoire comique de rencontres, de relations développées dans un univers déjà connu des lecteurs. Je crois que je disais la même chose tout à l'heure pour Gia, j'aurai d'autres, mais en même temps c'est vrai quoi. Mais c'est vrai. Ouais. Et ouais, ça sert un peu des codes de l'univers de Dragon Ball qu'on connaît, donc de ce Dragon World, pour nous conter une nouvelle histoire. Avec des personnages très différents l'un de l'autre et finalement avec des chouettes relations. C'est très très bon enfant aussi, mais il y a de la maturité, je trouve. Il y a beaucoup plus de maturité. Oui. Et je trouve que Jaco, on ressent vraiment la patte de Toriyama. Je sais pas vous, mais ça me fait beaucoup penser à ses anciens mangas, enfin, c'est les one-shots genre Kowa. Voilà, c'est vraiment l'ambiance. Je retrouve vraiment l'ambiance qu'on peut avoir dans Kowa, dans Sandland aussi, même Kajika. Ouais. Et je sais pas, je trouve que c'est vraiment plaisant à lire. Ça se lit super bien quand on commence. Enfin, à chaque fois que je prends un tome comme Jaco, je commence à le lire et je peux pas m'arrêter. Je lis tout. Et ça me fait pas ça sur d'autres, avec d'autres auteurs, par exemple. Ouais. Et du coup, je trouve que Jaco, on ressent vraiment la patte de Toriyama. Ah ouais, le personnage, c'est. Ouais, les personnages, l'écriture des personnages, c'est assez simple, hein, mais ça marche du tonnerre, je trouve. Ouais, et ce truc-là, une fois que t'as commencé à le dévorer, tu peux plus t'arrêter. Je le comprends et je pense je pense que tout le monde a la même. Et ce qui joue beaucoup, c'est la manière dont c'est hyper fluide, autant dans le découpage que dans les dialogues et tout. Tout à fait. Aussi le trait de Toriyama, il est pas très détaillé en vrai. Non, du tout. Enfin, non, mais il est beau dans. Il est simple, tout fait par ordinateur. Voilà. Je suis en train je suis en train de feuilleter le manga en ce moment même là, et enfin c'est à la fois hyper beau et simple, épuré. C'est vraiment ce qu'il fait de mieux en fait. Je trouve que c'est ce qu'il fait de mieux, je trouve. Ouais. C'est épuré, mais il y a pas de raté, il y a rien. C'est vraiment nickel, et les décors sont très très beaux aussi. La ville, par exemple, dans la nuit, c'est un passage qui est un peu à part comme ça, et qui dépayse pas mal non plus. Donc il y a aussi vraiment. Il y a aussi des belles pleines pages. Les pleines pages sont super. Ouais. On a l'habitude de le voir souvent avec Dragon Ball, mais c'est pour mettre en valeur l'action ou un rassemblement ou une transformation, un coup final. Et du coup, dans Jaco, voir que c'est utilisé pour genre quand il survole la ville avec Omuri et Tice, ou juste ces plans avec Omuri, et c'est quand il fait nuit. Enfin, je sais pas, c'est des moments assez simples et qui sont trop beaux avec ce style de Toriyama. En fait, au niveau du découpage de Jaco, c'est assez simple à décortiquer. On a vraiment au début énormément de dialogue entre les personnages, pour produire la situation, quoi. Et là, c'est beaucoup de plans serrés, des petits. Il y a beaucoup de cases par page. Et petit à petit, quand l'action commence le suspense, je veux dire, commence dans les 3 derniers chapitres, c'est là vraiment qu'on a des pleines pages en fait, pour vraiment marquer l'action, marquer les moments clés et que ça nous reste en tête. Et c'est super efficace en fait. Et encore une fois, c'est clair. Ce que Toriyama fait de mieux, même dans sa mise en scène, quoi. Donc là, c'est la cristallisation vraiment de ce qu'il fait de mieux. Super efficace. Mais comme ça bien dit. Bon, si je peux mettre un mot depuis. Oui, vas-y. Depuis une heure. Les cafés sont froids. Les cafés sont froids. Ah non, je les ai jetés depuis. Vous voulez pas les prendre. Hein. Désolé. Bon, à la limite, vous avez déjà comme dit, je crois que vous avez tout dit sur l'heure, mais je voulais juste revenir sur le fait de savoir comment Jaco était lié à Dragon Ball. J'avoue que comme vous, moi je m'y attendais pas du tout. En même temps, je veux dire, quand
tu lis l'œuvre et que tu commences le truc, tu vois pas du tout ce qui pourrait être lié à l'univers de Dragon Ball. Non, au début, non. Parce que déjà, on te donne aucune indication de temps, donc on sait pas quand ça commence, enfin, dans quelle année, entre guillemets, ça se passe. Oui, c'est vrai. Donc ça pourrait être n'importe quand, et ça, c'est déjà un bon flou. Mais bon, voilà, tu vois quand même que c'est quand même la capitale de l'Est, donc on sait que ça se passe dans le monde de Dragon Ball, mais on sait pas quand. Et j'avoue que quand, à la fin, Jaco dit oui, en fait, j'étais venu parce que bon, le gars est un peu distrait. En fait, j'étais venu pour vous prévenir, il y a une météorite qui va s'aggraser avec un type super flippant, comme il dit. Ouais. Et puis après, tu dis ok, d'accord, bon. Là, honnêtement, moi, j'avais pas encore fait le déclic dans ce coup. Puis après, il parle d'un Saiyan de la planète Vegeta. Bon, là, en même temps, ça devient clair, quoi. Mais tu t'y attends pas du tout, quoi. T'es là, mais waouh. Mais il le fait plus tard, hein. Ouais, dans le dernier chapitre, je crois. Ah oui, c'est vraiment le dernier qu'il y a un lien entre les... juste après qu'on voit la capsule tomber, en fait. Ah ouais, exactement. Juste après, il dit c'est un extraterrestre. C'est un peuple guerrier qui envoie les bébés sur des planètes pour les exterminer. Comme ils restent jeunes très longtemps, ils se fondent dans la population et on les prend pas au sérieux et puis ils attaquent. D'ailleurs, Jaco dit qu'ils sont trop forts adultes, ils sont trop forts pour lui et en fait les agissements de Freezer ça c'est dit dans une interview, les agissements de Freezer et des Saiyans sont un petit peu passés sous couvert par la patrouille galactique parce que ils sont trop forts, donc ils n'interviennent pas par rapport à Freezer à cette époque-là en tout cas. Oui, ça c'est encore une technique de Toriyama pour racoler les morceaux et qui fonctionne, hein. C'est ça fonctionne. On sait pas faire autrement. Au moins, il ne fonctionne pas non plus sur eux. Oui. La bombe qui éradique les êtres vivants ne fonctionne pas non plus sur les Saiyans. Ils sont trop puissants. Évidemment. Donc ça, c'est encore Toriyama qui sait toujours racoler les morceaux comme il faut. Quand il parce que bon, forcément, il n'avait pas avancé ça avant, donc du coup, il s'est dit allez, hop. Et ça marche à chaque fois. Et ça marche à chaque fois. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le gars, il invente au fur et à mesure. Et il arrive, bon, parfois ça marche moins bien, mais là, voilà, c'est cohérent, ça suffit, quoi. T'es là, parce qu'on a beau dire que le gars Toriyama, ça revient quand même toujours un peu sur les réseaux sociaux, Toriyama, la moitié con, il se recèle pas de la moitié de ses histoires. Ça, c'est comment lui se présente, mais en vérité, il suit très très bien ses œuvres et il fait finalement très peu d'erreurs par rapport à la somme de personnages, donc c'est quand même, il se rattrape bien, hein. Oui, bon, je pense peut-être qu'il se rappelle pas de tout, mais non, bien sûr. Quand tu dois faire une histoire, il fait ça à fond et il va relire, il va refaire le truc. Il arrive à retomber sur ses pattes assez facilement et c'est une qualité d'écriture, c'est une qualité d'auteur, ça. Ouais. Et donc c'est bien. Donc voilà, donc pour revenir sur Jaco, vous disiez voilà, quand tu arrives à la dernier chapitre, tu te dis ok d'accord, bon, c'est vraiment un préquel à Dragon Ball, tu t'y attends pas. Et finalement, t'as deux trois trucs sympathiques, hein, avec Goku qu'on voit Goku en armure. Hein. Ça, par contre, on se demande. Ouais, ça. Là, il s'est peut-être un peu planté, là, non? Oui et non. Parce que lui, il fait jamais attention. Toriyama, il fait jamais en fonction de l'animé, ce qui est normal. Oh, dans le manga, est-ce qu'on l'a pas vu aussi? On voit bébé. Mais on le voit pas dans un contexte de bébé. On le voit dans une bulle où Raditz se souvient de son frère. Donc, en fait, il se souvient d'un bébé. Il est arrivé comme ça. Ah, il n'y a pas de flashback avec grand-père Gohan dans le manga? Je suis plus animé. Non, en fait, tu vois Raditz qui vole vers Goku et il parle de son frère et on voit que celui dont il parle, c'est Goku parce qu'on le voit bébé dans la bulle. Ça, je vois la case, ouais. Et dans Dragon Ball, le premier du nom, si je puis dire, on voit jamais. Non. Ah, tiens, je sais. Non, du tout. Ah, donc en fait, après, c'est le fait déjà qu'il y ait l'armure, c'est un peu étrange, mais il est grand, quoi. Il est vachement grand. On dirait qu'il est aussi grand que quand on le découvre dans le tome 1. Il est un peu grand. Que on a même l'impression qu'il est même encore plus grand parce qu'il est tout petit dans le tome 1. Il est un peu bouboule même. Le style est différent, faut dire. Voilà. Le style est très différent. C'est un problème de style. Mais t'as raison. C'est vrai que physiquement, on a l'impression que il va rencontrer Bulma. C'est maintenant là. Alors que non, en fait, alors que pas du tout. Se trouve, hein. Donc
C'est vrai que je disais qu'il retombait tout le temps sur ses pattes, mais c'est vrai que ça me gêne pas mal quand même. Je trouve que c'est pas raccord du tout. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur Minus, évidemment. Hein, mais, Oui, oula, on pourra en faire un podcast entier si vous voulez. Minus, vous reviendrez bien. C'est encore autre chose, ça. Ouais. Non, mais bon, au niveau vraiment de l'histoire de Jaco, ce passage me gêne un peu. Après, ça me gêne sans me gêner, parce que je mets quand même les histoires de Toriyama à côté de Dragon Ball. Je les mets vraiment à côté. Et même si j'adore Jaco, je le rattache pas spécialement vraiment à Dragon Ball, même si oui. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Là, je le vois vraiment comme le volume 0, moi, ça c'est vrai. Oui, voilà, moi j'ai une approche assez différente là-dessus. Et même si clairement ça se passe avant, c'est assez clair. J'ai une certaine distance par rapport à ça et j'apprécie le tome pour ce qu'il est sans vraiment être une préquelle à Dragon Ball. Oui, ça ne change rien au final. Ouais. Oui, à côté de Jun, c'est l'extrémiste de Dragon Ball. Tout ce qui est pas entre le 1 et 42, ça n'existe pas. Non, un petit peu. Jamais. Oui, non, c'est vrai, mais t'as raison. Hein. Après, ça, à la limite, c'est peut-être la seule grossière erreur qu'il a vraiment faite. Oui, voilà. Non, après, encore, bon, c'est pas non plus gravissime. Après, on peut considérer ça comme une erreur, mais... Ah oui, la case est magnifique. Hein, j'aime bien son style. Cette case, elle est vraiment très très belle. Dans Jaco, c'est très... Après, il y en a beaucoup qui ont du mal avec le style actuel de Toriyama, enfin le style actuel qu'on voit dans Jaco par rapport à Goku. Même Gohan, c'est vrai qu'il a une tête un peu particulière par rapport à ce qu'on voyait, c'est le style qui a évolué, mais moi j'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup ce style. Ah ouais, moi j'adore aussi. J'ai vraiment pas de problème, il y en a beaucoup qui ont du mal apparemment avec les personnages assez... Après Dragon Ball en fait. Un peu plus fluets, les bras sont moins costauds, tout ça. C'est les gens ont un peu de mal avec ça. Moi, ça me gêne pas du tout. C'est la génération Broly ça qui n'accepte pas. Non, mais parce que ça dépend des personnages. T'as raison. Après, chaque œuvre a son identité visuelle aussi, je pense, et Jaco a son identité visuelle. Et je trouve que Toriyama, j'aime beaucoup l'évolution de son trait, même si ça peut être très différent. J'aime beaucoup. Et par exemple, un personnage que je trouve vraiment magnifiquement fait, c'est Tight. Je la trouve vraiment super. Et au niveau du regard, pourtant, moi personnellement, j'ai du mal à dessiner des femmes. Et au niveau du regard, c'est très très dur. C'est très très dur, je trouve, avec le regard, le style Toriyama, on va dire. Et un regard, enfin, des yeux noirs comme les siens. Oui, c'est surprenant. Elle a vraiment les yeux noirs sans reflet. Et c'est ça. Et pourtant, ça marche vachement bien. On voit où elle regarde. Ouais. On voit vraiment son regard et je trouve ça très très fort parce que c'est super dur à faire, je trouve. Ouais, c'est étonnant, ouais, tout à fait. Pourtant, il avait dit lui-même que les personnages féminins, c'est pas son fort. Hein. Ouais, non, mais moi je trouve qu'il s'en sort vachement bien. Mais Toriyama il dit souvent ça, mais alors qu'en fait il se roule très bien. C'est Ichiro Oda qui lui avait fait remarquer qu'il dessinait bien les femmes, je crois. Alors que lui, il trouvait que pas du tout. Bah, c'est quelqu'un de humble, hein, il aime pas de... Oui, clairement. Se mettre sur un piédestal. Bon, il aime surtout faire ce qu'il aime faire, en fait. Ouais. Voilà, oui. Ah oui, clairement. Toriyama, il lui dira ça parce qu'il n'a pas envie de faire des corps de femmes, parce que c'est plus compliqué, mais en vrai, voilà. Et ce que tu disais, je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, il dessine des personnages plus fluets, et ça se ressent même dans dans ses idées scénaristiques, parce que, effectivement, à l'époque de Battle of Gods, la nouvelle transformation de Goku, hein, le Super Saiyan God, plus, en fait, dans Dragon Ball Super, en tout cas le début, hein, plus le personnage est puissant et plus il est maigre. Alors c'est une volonté, c'est peut-être involontaire, mais c'est un fait. La transformation du Super Saiyan God, Goku a les muscles qui fondent et Beerus, il est maigre. Oui, c'est vrai. Oui. Hein, et donc effectivement, c'est une constante, c'est quelque chose clairement qu'il a voulu. Après, puis, évidemment. Ouais. Ça se voit même avec le bout originel, le Frieza forme finale. C'est vrai, j'avais jamais relevé, mais moins il y a de muscles, plus il y a de muscles. Ouais, c'est ça. Non, mais pour moi, les pires, c'est Goten et Trunks. On va revenir dessus. Mais dans Battle of God, moi, franchement, j'ai pas aimé du tout, hein, parce que ces deux pauvres personnages, c'est devenu des bâtons sur pattes, quoi. Alors, oui, je veux bien que tu fasses un peu plus maigre, c'est bien, ça me dérange pas, mais là, non, quoi. Je dirais. Les gars, il a perdu. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais. Soit Chichi les nourrit pas assez. Il ne nourrit plus beaucoup, non. Il y a un problème, vous regardez dans la page où Goten apparaît dans Nekomajin,
pour revenir là-dessus vite fait. Oui, c'est vrai. Il a l'air tout jeune, hein, alors que ça se passe, techniquement après. On voit les personnages, après l'histoire de tout fins, même Oob, il a des tout petits bras. On voit tous les personnages qui sont un petit peu plus fluets, c'est vrai. Ouais, c'est comme ça qu'il dessine les personnages maintenant. Ouais. Oui, c'est clairement son style. Hein. Mais je trouve que dans Battle of God, c'est un peu abusé, quoi. Un peu abusé, ouais. Dans Jaco, tu vois, ça me dérange pas, tu vois, mais dans Battle of God, moi, ça, non, c'est pas possible. Ouais. Surtout, je veux dire, bon, je crois voter Netrunks parce que je trouve que les personnages qui ont le plus maigri dans l'affaire. Alors que toi, bon, c'est pas Toriyama, hein, donc je pense, mais bon, dans DBS Broly, par exemple, avec Shintani, c'était quand même déjà un peu plus, ils étaient déjà un peu plus massifs, quoi, même pas trop, mais bon. Ouais, c'est différent, mais ils étaient encore plus jeunes, par contre. oui, bon, alors ça, on prend, comme on avait dit en off, on pourrait faire tout un podcast sur pourquoi Goten Trunks rajeunissent à chaque apparition. Les Benjamin Button c'est ça, quoi. De Dragon Ball. J'ai discuté un petit peu sur Twitter hier avec différentes personnes par rapport à Jaco. Et on a un personnage que vous connaissez sans doute, Jackie Chan. Jackie Chan, qui est un expert. Qui est un expert. C'est Toriyama, ouais. Voilà, le Derek Padula francophone du pays, c'est qui tient d'ailleurs le site oeildepopo.fr. On peut le citer parce qu'il n'y a pas énormément d'articles, mais quand il sort un article, c'est de qualité. Voilà, il faut le lire, point. C'est un analyste, c'est un des seuls analystes de Dragon Ball francophone, je veux dire, qui tient la route entre guillemets, avec nos amis de DB Times. Mais vraiment des bonnes analyses, et comme il s'y connaît pas mal dans les œuvres en général, il a une bonne culture de la bande dessinée, etc. Il analyse les pages, les mises en scène, voilà. Donc là vraiment, il a toujours un bon mot. Et il nous a sorti il y a moins de 24 heures l'influence principale de Jaco et de la patrouille galactique. Alors je vais peut-être prendre, si ça vous dérange pas, quelques minutes pour expliquer. C'est vraiment intéressant. J'ai découvert ça sur le tard. J'ai vérifié par moi-même évidemment, et il n'a pas dit beaucoup de conneries. C'était vraiment très intéressant. Il m'a parlé de Lensman. Lensman, c'est une série de romans policiers intersidéral écrits par Edward Elmer Smith entre 1934 et 1950. C'est pas tout jeune, quoi. C'est pas tout jeune du tout. Alors c'est un Américain, donc c'est vraiment la science-fiction des années 30-40. C'est illisible de nos jours. Hein. C'est vraiment ringard de chez ringard. C'est les débuts. Et le premier roman, accrochez-vous bien, donc de cette saga, Lensman, s'appelle tout simplement Galactic Patrol. Alors, pour regarder sur internet, il n'y a pas vraiment d'autre chose qui s'appelle Galactic Patrol. La seule référence que Toriyama a pu prendre, c'est de ce roman. Alors, ça se limite pas à ça, hein. Donc Galactic Patrol, c'était le numéro 1. Alors il y a une suite qui a été publiée en 1980 et en 1983 sous forme d'une trilogie. Et cette suite, si vous voulez, notamment les titres de cette suite, notamment on a Dragon Lensman et tenez-vous bien Z Lensman. Dragon et Z, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais enfin voilà. Non, ça me dit rien, moi. Sans doute une simple coïncidence. Alors il y a déjà une référence à Lensman dans Dr Slump, le chapitre 129. Le petit homme là. Alors il y a ça, oui effectivement. Ça c'est plutôt une référence à Ultraman. Mais dans le petit homme, pardon. Oui, c'est ça. Le petit homme. On croyait qu'il était grand, mais en fait, voilà. Voilà. Et c'est, il y a un policier. Il s'appelle A.G. C'est un policier spatial. Il le dit lui-même. Il fait partie de la police spatiale. Hein, donc s'il y a bien un synonyme de Galactic Patrol, c'est le policier spatial. Et effectivement, il a un costume qui peut déjà, qui fait très années 50, science-fiction des années 50. Donc qui peut déjà en parlant de ça, ressemble un peu à la tenue de Jaco, enfin voilà. De loin quoi. Mais... Ouais, tout à fait. Hein. Ce petit côté old school, science-fiction old school, qui est vraiment clairement pas renié par Toriyama. Et deux, trois chapitres avant celui que tu cites, dans Dr Slump, le chapitre 129, il y a un chapitre qui s'appelle Lensman. Donc, et c'est en fait Lens, c'est un jeu de mots. Donc Lens, c'est les si je ne m'abuse, c'est les lunettes, c'est un autre mot pour lunettes en anglais ou c'est pour les lentilles, je ne sais plus. Et en fait, c'est un chapitre où Senbei est le papa de la famille Tsukutsun.
retrouve les fameuses lunettes à rayon X qui voient à travers les vêtements. Ah oui, qu'on connaît très bien dans Dr. Slump. Hein. C'est un fameux chapitre où il peut voir à travers les vêtements des filles. Et ils retrouvent tous les deux ces lunettes. Et en fait, ce chapitre s'appelle Lensman. Donc clairement une référence et un jeu de mots avec ce fameux roman de science-fiction. Donc là, clairement, on commence à se dire, oui, je pense que Toriyama connaît ce roman et il a dû le lire d'une manière ou d'une autre. Puisque ça correspond à la date d'édition de ce roman au Japon. Donc il a dû tomber dessus. Et c'est pas fini parce que en 84, le cycle de Fulgur, hein, donc c'est le nom français de Lensman, a reçu une adaptation non officielle au Japon, en série TV et en film d'animation. Et comme vous pouvez le voir, le costume de Jaco, on va le voir à l'écran. Hein. Bon là, évidemment, je peux pas vous le montrer, mais cette adaptation animée de Lensman, le héros en fait a le costume, mais le même costume que Jaco, ni plus ni moins. Voilà, on va le voir à l'écran. Je vous le montrerai tout à l'heure en off, mais c'est le même costume. Alors, c'est pas le montage aussi. Hein. Oui, tout à fait. On rajoutera pas. Et donc voilà, c'est clairement la référence. C'est une copie conforme, hein, clairement. Bah ça je ne savais pas. Non, c'est grâce à notre ami ici qui a mis le doigt dessus. Il a senti qu'il allait avoir un podcast. non, je lui ai franchement, Kawaii a tout spoilé le titre du podcast, donc du coup, tout le monde le sait maintenant. Oui. Même moi là. Même moi, il me tarde de voir le podcast sur YouTube pour voir les illustrations de ton propos. Donc ça s'appelle Lensman, ça s'écrit Lensman. Et si vous tapez Lensman série, je vais dire Galactic Patrol, parce que la série japonaise, c'est pas anodin. La série japonaise qui est non officielle s'appelle Galactic Patrol Lensman. Donc, du coup, tant qu'on y est, je pense qu'on peut dire à nos auditeurs, du moins ceux qui regardent les podcasts sur YouTube, que on mettra sûrement l'œil de Popo, c'est ça, Kaiwai? œildepopo.fr, mais il n'en parle malheureusement pas sur son site parce qu'on en a discuté sur Twitter tout à l'heure. Il y a D'accord, ok, ça marche. Heures. Mais par contre, tapez Galactic Patrol Lensman et vous allez voir directement. Enfin voilà, vous pouvez. Ouais, je viens de taper. Et pour accentuer tout ça, une dernière chose que je vais vraiment m'arrêter là-dessus. Vas-y. Est-ce que vous vous souvenez ce que Tite veut faire comme métier? Est-ce qu'elle fera d'ailleurs comme métier? Ah oui, auteuse SF. Elle est auteure ou romancière de livres de science-fiction. Exact. Voilà. Comme par hasard. Et là, la boucle est vraiment bouclée. Eva. Donc, la référence est. Je pense que là, on est les seuls au monde à l'avoir mentionné. Hein. Pas mal. Ouais, on va mettre ça dans le titre. Exclusivité. Exclusivité Dragon Ball Cast. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Jackie Chan parce que c'était vraiment c'était vraiment très intéressant de connaître parce que finalement Toriyama est quelqu'un de très simple et de très transparent et c'est assez facile finalement de voir limite quel film il a lu il a regardé avant d'écrire un chapitre de Dr. Slump ou ce genre de choses quoi. On peut facilement voir ces références transparaître dans ses œuvres. Bon là c'était un peu plus subtil et donc je suis assez il faut content connaître la référence, mais c'est vrai voilà, que là je suis content qu'on ait pu mettre le doigt dessus en tout cas. Ah ouais, là, c'est vraiment. Je voulais amener la discussion sur tout à fait autre chose. Ok, je m'en vais. Non, je rigole. Une théorie qui m'est venue là pendant qu'on parlait. Je crois que Kaiwai tout à l'heure, t'avais dit que le Blue Aurum qu'on retrouve dans Dragon Ball Super, c'est le Sky Gold de Jaco, c'est synonyme. Oui, ils le disent. Oui. Ok. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas quelque chose à creuser par rapport à Omuri dans Jaco the Galactic Patrolman. C'est un homme en fait, un retraité qui a perdu sa femme. Enfin, j'explique pour les auditeurs au cas où certains n'auraient pas encore lu Jaco. Omuri, c'est donc un vieillard qui a perdu sa femme, qui est devenu très il y a un mot pour ça, pour dire qu'on n'aime pas les humains. Oui, il le dit, je ne sais plus, effectivement. Je vais te le retrouver pendant que tu parles. Misanthrope, exactement. Et en fait, on apprend que il a cherché à fabriquer une machine à voyager dans le temps pour la retrouver. Mais celle-ci, sa machine, elle est défectueuse. Et ce qui est beau, c'est que cette machine construite par un homme misanthrope va servir à sauver l'humanité.
mais c'est le sujet, mais bravo la narration de Toriyama. Et je me demande du coup si Bulma ne se serait pas servi des recherches et des inventions de Omuri pour fabriquer sa machine à voyager dans le temps et peut-être la perfectionner. Ouais, c'est totalement possible. On peut complètement relier les inventions de. Ouais, tu as raison. Et du coup, peut-être que ce qui aurait servi Bulma à perfectionner cette machine défectueuse, ça serait donc le Blue Orum, le Sky Gold qui découvre aux côtés de Jaco. Je balance ça comme ça. Non, mais je pense que t'as raison. Ouais. Je trouve ça intéressant de le relever. J'ai pensé tout à l'heure quand. C'est logique. Je pense que c'est tout à fait logique. Ouais. Je suis certain que c'est le genre d'idée qui a pu germer dans la tête de Toriyama. Ouais. Et du coup, merci Omuri pour les travaux, pour la time machine. Ouais, je trouve ça génial. Repose en paix, sans doute. Non, la théorie est excellente parce que ça se tient tout à fait. On va faire aussi alors un titre théorie YouTube. Hein. On va faire 100 000 vues avec ça. Le titre de 5 lignes, tu sais. Il y a pas mal à raconter, n'empêche, sur jouer tout ça. Je trouve que tout ça est important parce que c'est vraiment on parle vraiment de Dragon Ball là. On est quand même sur Jaco, mais on est sur du canon à Dragon Ball. Et donc toutes ces théories et ces références, elles sont vraiment importantes. Finalement, on oublie un peu vite Jaco, mais c'est vraiment un manga qui a sa grande importance. Ah oui. Ah oui, c'est le début. Voilà. Et surtout quand on voit que. Enfin, je sais pas si du coup c'était le moment d'en parler ou si je pense vous avez qu'on peut terminé. y aller, là. On peut y aller. Du coup. Bon bah salut alors. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi. Ah, c'est lui. T'as pas lu Dragon Ball Minus ou t'aimes pas spécialement non, c'était ce que t'as dit. Ah oui, ok, bien sûr. Ok, j'ai capté. Jaco qui a son importance dans le paysage du lore de Dragon Ball parce qu'il a apporté entre autres Dragon Ball Minus qui est quand même un retcon si on peut parler en ce terme des origines de Son Goku que tout le monde je pense avait accepté inconsciemment la version de la Toei, le TV Special que j'en parlais tout à l'heure, que j'ai boudé pendant des années avant l'arrivée de DBS Broly. Et c'est quoi votre avis à vous sur Dragon Ball Minus? La grande question. Bah personnellement, si allez bon, c'est vrai que je l'ai lu. Je crois que j'ai lu d'ailleurs avant Jaco d'ailleurs, il me semble. Hein. Parce que pendant que vous parliez de sujets passionnants que je ne connaissais pas, j'ai relu Jaco et je crois que je me suis rendu compte qu'en fait, je crois qu'il manquait quelques chapitres parce qu'il y a des trucs que j'avais pas lu. Enfin bref, donc j'avais lu. Bon, moi je trouve ça un peu. Allez, ce retcon. Bon, c'est vrai que Toriyama n'en avait pas vraiment spécialement parlé. Donc à la limite, il pouvait un peu faire ce qu'il voulait, mais à ce point-là, je me dis c'est peut-être un peu dommage parce que bon, c'est vrai que la version Toei était quand même elle était quand même comme tu disais acceptée et plutôt elle était très bonne aussi. Oui, il est quand même considéré par la majorité comme un chef-d'œuvre d'animation de l'univers de Dragon Ball. Je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que. Ah oui, non, même Toriyama lui-même avait apprécié ce TV special. Ah oui. C'est ce qui a fait qu'il l'a intégré dans son manga d'ailleurs. Exactement. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est un peu dommage. Bon, soit il l'a oublié, on n'en sait rien, mais du coup c'est un peu dommage qu'il change un peu. Enfin, il change beaucoup même en fait. Toute l'histoire de Bardock et qui le rend en fait. Et bon, ça c'est un peu Toriyama post 2011 et la catastrophe de Fukushima, il préfère faire des gens un peu plus gentils, un peu moins. Et le Bardock du TV Special et le Bardock du DB Minus, ils sont pas du tout pareils. Hein. Et ça, je trouve ça à la limite un peu dommage. Je suis pas sûr qu'il y avait vraiment une nécessité. Bon après c'est Toriyama, c'est lui le patron, il fait ce qu'il veut. Hein. Dans un sens, c'est son histoire. Hein. Donc il a envie que Badak, ça sera Badak, Bardock, Berduk, tout ce que vous voulez, toutes les versions, toutes les versions du monde. La Bardan ou le père de Sangoku si vous préférez. Badak, ouais. Ou le fils aîné, le frère aîné de Thalès, hein, tout ce que vous voulez. Donc on a les titres de bail. Voilà, je suis pas sûr que c'était absolument nécessaire, mais bon, je pense que malheureusement la Toriyama l'a écrit, donc c'est un peu ce qui est devenu canon. Donc le TV spécial il est super cool, tout ça machin, mais il sait un peu faire.
il s'est un peu fait désintégrer par, il s'est fait bouffer par la version Toriyama. C'est un peu dommage, mais voilà, le reste, sinon, finalement, le reste, c'était sympa parce que tu vois la mère de Goku, ça on n'avait jamais vu de Novni quand même. Jean, c'était quand même un bon ajout. Donc, en fait, si on prend le DB Minus juste dans l'abstrait, donc on regarde pas Dragon Ball ni le TB spécial, en fait, c'est très bien, hein, ça explique très bien l'histoire de Bardock avec sa femme, comment et bon, pour revenir sur un film plus récent, DBS Broly, il l'a refait d'une manière absolument magnifique, sublimissime. Encore une fois, comme je dis souvent, je suis pas très Dragon Ball Super, mais alors là, les 30 premières minutes du film, moi j'étais, j'en pouvais plus, quoi. C'était absolument génial. Moi j'ai les yeux qui brillent à chaque fois, quoi. Ah ouais, mais c'était. J'ai la petite larme à chaque fois. Ça, c'est du Dragon Ball que j'ai toujours voulu, quoi. C'est magnifique. Bon, après, quand ils sont passés au combat, machin, un truc, là, c'était un peu bon. Bref. Trop long. Trop long, puis bon, bon, bref. On a déjà fait 20 milliards de podcasts sur DBS Broly, donc on va pas revenir là-dessus. Vraiment? Mais voilà, donc moi, dans l'absolu, dans l'abstrait, j'ai bien aimé le Minus, mais quand tu le raccroches à Dragon Ball, tu te dis bon, oui, enfin c'est bien, mais il y a encore, comme on avait dit là tout à l'heure, le petit problème de Goku qui est dans l'armure, qui a l'air d'avoir 5 ans, lui d'en avoir 0. Ouais, et puis bon, tout ce redcon sur Bardock, ouais, quand tu lis, quoi, je me retrouve plus bien, quand tu lis que le manga, je trouve que ça passe, quoi. Par contre, quand tu passes à l'animé, ok, c'est un peu... il est complètement canon. C'est vrai que si tu lis absolument que le manga, Jaco est canon au manga, en fait. Fonctionne totalement au manga. Hein. Ouais, mais dans le sens où ça redcode ce que raconte Raditz sur le fait que Goku a été envoyé sur Terre pour anéantir les humains, en fait, pas du tout. Du coup, là, ça change totalement la base de l'histoire de Goku. Et du coup, c'est en ça que je trouve que c'est quand même une retcon par rapport même au manga. Et ça recrute maladroit, je trouve. Par rapport à Minus, je trouve que c'est forcé. Il n'y avait pas besoin de ça dans Jaco. Jaco se terminait avec une grosse référence à un gros pont en fait à Dragon Ball. C'était super, mais je trouve que Minus, il n'y avait pas besoin de faire ça. J'ai l'impression que c'était vraiment forcé, comme on en parlait tout à l'heure. C'était plus une manière une publicité, une grosse publicité pour le nouveau Dragon Ball avec Battle of Gods, avec Freezer qui débarque. Il a jamais parlé de ça de sa vie. Il a toujours parlé des Super Saiyans, et d'un seul coup, il parle d'un Super Saiyan God. Qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle? C'est bizarre. Et du coup, je trouve que ce Minus, c'est sympa, hein, c'est sympa. On voit la mère de Goku et on voit une petite partie de tronche de vie des Saiyans sur leur planète. C'est vrai que c'est sympa à voir, mais je trouve que c'est forcé et je sais pas si c'était voulu par Toriyama de base de faire Minus ou si c'est pas la Shueisha qui a dit bon, écoute, il va y avoir un film machin, tu vas scénariser le film. J'ai un petit peu ce sentiment comme toi aussi que. Voilà. Est-ce que tu peux nous balancer un petit truc pour faire bien quoi le film? D'accord. Donc bon, voilà. Je pense que c'était de trop. Et pour faire vendre le. Ouais, voilà. Non, mais clairement. Après, peut-être que je me trompe. Parce que les gens n'ont pas du tout ça, mais. Oui, voilà, c'est ça. Alors que Jaco, c'est vraiment une histoire à part entière. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Bardock, tout ça. Donc je trouvais que c'est dommage d'avoir mis ça. Ouais, après, malheureusement, le marketing fait beaucoup aussi. Voilà, d'ailleurs, dans le tome de Jaco, c'est marqué en grand étiqueté l'origine de Dragon Ball en énorme. En fait, on voit plus que ça presque. J'étais là, les gars, j'exagère pas non plus quoi. Ouais, mais il faut malheureusement faire avec ça, quoi. Je sais que ça fait mal, mais il faut être réaliste, malheureusement. Ce volume, il devait se vendre et c'était une des manières. C'est ce que je reproche au renouveau de la licence Dragon Ball en général. Mais c'est vrai que pour Jaco, ça m'embête un peu plus. Même si, bon, moi quand je dis Jaco, en général, je dis même pas Minus à la fin. Je m'arrête à la fin. Parce que je trouve que ça n'a rien à voir avec l'histoire et c'est dommage. C'était la patrouille galactique et là on part sur les Saiyans. C'est pas du tout ce que j'attendais de cette histoire-là. Même si niveau dessin et tout c'est cool, c'est sympa à lire hein, quand même. Mais c'est forcé, je trouve, c'est trop forcé. Ok. Alors qui n'a pas encore donné son avis? Moi du coup, Oni, je crois que t'as pas donné ton avis sur Minus. J'ai dit
voilà quoi, tu peux t'en passer, je trouve, moi personnellement. Comme Gotenken a dit, quand tu lis Jaco, moi je ne lis que Jaco personnellement aussi, même si bon, c'est là pour montrer que ça a vraiment un lien avec Dragon Ball, mais bon, est-ce que ça avait vraiment besoin d'être là? Je ne pense pas. Mais bon, voilà. Ok. Bon, après, j'avais déjà donné mon avis là-dessus sur vraiment le lien de Dragon Ball Minus et Jaco. Enfin, je vais pas me répéter, mais je trouve ça cool qu'il y ait des points de vue différents, même si pour moi, Dragon Ball Minus est totalement dans la continuité du reste du volume, quoi. Mais mettez-le en mute. Oui. Puis on va les tomates. On essaye de me faire taire. On vous donnera son Twitter et comme ça après vous pouvez l'insulter. Je pense la même chose aussi. Hein, donc, Oh là là, mais mutez-les aussi. Non, mais c'est jeune quand même. Hein, c'est qui est-ce qui est de mon côté là? Kaiwai. Kaiwai, du coup, t'as donné ton avis toi sur Minus? Non, j'ai pas encore donné mon avis. Ah bah, ça, c'est le moment. Moi, je préfère l'histoire de Minus à l'histoire du TV Special, voilà. Il l'a dit. Alors là, il va mourir. Toi, tu cherches tes problèmes, hein. Et en même temps, enfin voilà, ça c'est un avis tout à fait personnel. J'aime bien cette version-là. J'aime bien l'adaptation qu'en a fait Broly, mais j'ai un énorme problème quand même avec l'adaptation du film Broly, c'est que en fait dans Minus, dans l'histoire de Toriyama, on sait que quoi qu'il arrive, Bardock s'est quand même rebellé à la fin contre Freezer, on le sait. Donc ça a existé, mais on ne le voit nulle part, à part évidemment 4 secondes dans le film où on voit qu'il balance une boule, mais on sait pas vraiment ce qu'il fait, on sait pas où il est par rapport à Freezer, donc pour sortir une figurine. Ça c'est un problème du film, hein, c'est qu'ils ont considéré, enfin ils ont mis qu'une demi-heure de Minus sur le film. Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus? C'est vrai que la fin a été très rushée, ouais, c'est dommage, hein, mais. Ouais, tout à fait. Et mon avis, il est un peu particulier parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi à la question. Pour moi, alors c'est un retcon, ça je suis d'accord avec vous, forcément. Hein, les deux versions ne peuvent pas cohabiter entre elles. Il y a aussi un retcon graphique, et ça c'est toujours important pour moi. On a cette vision de Bardock avec son armure verte, sans épaulettes et avec un bandana rouge sur la tête. Et Toriyama nous offre une version différente graphiquement. Et ça appuie encore plus la désolidarisation, je vais dire, des deux versions de Bardock. Et c'est ça qui est le plus gênant parce que c'est encore le plus flagrant. Enfin, c'est aussi gênant en tout cas. Oui, parce que le bandana, il était hyper culte et caractéristique du personnage. Et symbolique aussi. Voilà. On sait tout ça. Et surtout, il l'a intégré au manga, donc c'est étonnant qu'il l'ait pas repris, c'est étonnant. Mais étonnant. Lui, il n'a pas repris, mais si tu regardes bien, allez, on va faire abstraction du film, parce que finalement, ça reste quand même une adaptation. Dans le manga Minus, on ne voit pas la fin de Bardock. Oui, exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, j'ai beaucoup d'imagination, et je sais que d'autres personnes à la Dragon Room ont beaucoup d'imagination. Donc pour moi... un peu trop parfois. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que certaines parties du TV Special peuvent ne pas du tout avoir été retcon, dans le sens où c'est pas parce que on a vu dans Dragon Ball Minus Bardock avec des épaulettes et une armure Saiyan classique que son armure qu'on connaît depuis 1990, enfin dans les années 90, que son armure n'existe pas et que le Bardock avec le bandana rouge n'existe pas. Si, comme je le pense, je vous en parlais en off tout à l'heure, comme je le pense, lorsque Dragon Ball Super reviendra, moi mon sentiment c'est qu'on aura une adaptation du film Broly en préambule. Voilà, ça c'est ce que je pense. Si c'est le cas, l'histoire peut être réécrite. Donc l'histoire peut être réécrite. C'est pas qu'elle peut être réécrite, mais c'est qu'en tout cas la partie de Bardock du film Dragon Ball Broly et le Dragon Ball Minus de Jaco peuvent être étoffés. On peut avoir beaucoup plus de choses écrites, et notamment la rébellion de Bardock. Vous m'entendez plus? Je crois que je sais pas si ça. Non, il y a eu un petit moment où ça a coupé, mais c'était très bref. Excusez-moi, vous m'avez entendu là? Vous m'entendez là? Tu peux répéter ce que tu as dit, je pense, Kaiwai, parce que ça. Ouais. Donc sorry. Donc je disais que l'adaptation
vous m'avez entendu quand j'ai parlé de Dragon Ball Super, s'il revenait. Ouais, t'inquiète. La rébellion de Bardock. Donc l'histoire de Dragon Ball Minus peut être encore une fois pas réécrite, mais à nouveau présentée au public, et on peut y ajouter des choses que Toriyama n'a pas écrit dans Dragon Ball Minus. Et c'est quoi ces choses? C'est la rébellion de Bardock. Il y a une semaine qui se passe, ou une dizaine de jours, ou un mois, je ne sais plus, entre le moment où Bardock et Jinet envoient Goku sur Terre, et le moment où Freezer fait exploser la planète Vegeta. Et durant ce laps de temps, on ne sait pas ce que Toriyama a en tête, en fait. On a la version du TV Special, mais on n'a pas la version de Toriyama. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, finalement, Bardock, de tout ce qu'il sait sur Freezer? Alors, il y a, à mon avis, moyen, à ce moment-là, d'intégrer une espèce de version de Bardock de l'époque. On peut avoir cette histoire avec le bandana, on peut le voir dans son armure classique, etc. Donc moi, ce que je rêve, entre guillemets, c'est que on parvienne à satisfaire un peu les deux publics, ceux qui aiment bien Minus et ceux qui aiment bien... vous m'entendez plus? On t'entend toujours. Ouais, ceux qui aiment la version on t'écoute juste avec calme. J'essaie d'être clair, mais c'est pas évident. Et en fait, pour moi, on peut lier les deux. Il est encore temps, en fait, en faisant une version vraiment, en faisant une vraie saga sur Bardock. Quand je dis une vraie saga, c'est pas 20 épisodes, hein, mais c'est plus long en tout cas que la version du film. On peut mêler le meilleur des deux, en fait. Pour moi, il est encore temps de le faire. Et je dis ça parce que Toyotaro nous a montré dernièrement des illustrations. Vous savez, hein, il fait des illustrations toutes les semaines, tous les mois. Il poste ça sur la Shueisha, sur le site de la Shueisha et le site de Dragon Ball. On avait vu qu'il avait fait une belle illustration avec l'équipe de Thomas. Vous savez, hein, vous connaissez le TV Special de l'époque. Cette équipe de Thomas, donc les coéquipiers de Bardock, ils existent dans le film Broly, on les voit. Et Toriyama avait imaginé qu'ils se faisaient attaquer, etc. Enfin, qu'il les intégrait à l'histoire de Dragon Ball Minus, si vous voulez. Et de la même manière, on voyait dans une de ses dernières illustrations, on voyait Bardock en singe, donc en Ozaru, c'est vrai, ouais. avec son armure de Minus, qui aidait son pote, je sais plus comment il s'appelle, Leak, je crois, son camarade. Ouais, c'est ça. Alors moi, je vais être très court, hein, mais je vais essayer d'être court. Je crois que Toyotaro a envie également d'écrire sa propre histoire du film Broly, sa propre version. C'est comme Ortia-sama avait dit en antenne, avec la figurine, c'est aussi un rapport... cette fameuse figurine où on voit Goku et Bardock qui font un... Il a envie de faire quelque chose. On sent qu'il a derrière la tête quelque chose par rapport à ça. Et je crois qu'il a réellement les capacités pour écrire, ou en tout cas proposer une version, puisque vous savez, hein, il est fan comme nous, Toyotaro avant tout. Hein, donc il sait ce qui se passe dans les coulisses de Dragon Ball, il sait quels les enjeux, et il sait en même temps ce que les fans veulent. Et je me demande s'il n'est pas capable de nous pondre une version longue de l'histoire de Dragon Ball Minus, qui intégrerait enfin les éléments qu'on a tant aimés du TV Special, c'est-à-dire l'équipe de Thomas, d'une certaine manière, les intégrer à l'histoire, et cette fameuse armure et ce fameux bandana rouge. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour écrire quelque chose qui plaise à tout le monde. Voilà. Ça va être compliqué, ça, parce qu'il y a toujours des gens qui râlent toujours. Oui, il y aura toujours des gens qui râlent, c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'à la limite, une version de Toyotaro, pourquoi pas, hein. Je veux dire, un retcon, d'accord, mais tant qu'à faire, le retcon il est là, on est obligé de l'acter. Donc pourquoi pas une version qui essaye quand même de nous d'essuyer les plâtres, vous voyez. Ouais. Après, j'y pense depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un retcon, puisque à la base Toriyama n'avait rien dessiné dessus, ou pas grand-chose, je veux dire, et finalement il écrit son truc. Donc bon, est-ce que c'est vraiment un retcon du coup? Un retcon de ce qu'on connaissait en tout cas. On va dire que c'est un retcon de l'adaptation. De quelque chose qu'on aimait. Je chipote un peu. Mais... Ouais. Bon. Voilà. Du coup, je suis le dernier à donner mon avis sur Dragon Ball Minus. Ah non, on n'a plus le temps, désolé, je crois qu'on doit finir. Bon, il est l'heure, les enfants devraient aller dormir. Hein. Non, vas-y. Allez, salut, au revoir. Du coup, comme je l'avais déjà expliqué, c'est un chapitre que j'ai eu du mal à accepter pour le TV Special, etc. Même si j'ai toujours beaucoup apprécié la présence de Guinée
C'est comme ça qu'on dit, hein. Ouais. Ouais, Guinée, ouais. Moi j'ai Gin toujours. Pour, Ou Guin. Hein, Parce que t'es un alcoolique, c'est non. Guignou. Guignou, la mère de Goku, exactement. Non, on sait pas, hein, ça tombe, il a pris son corps et puis voilà. Plus sérieusement, ça c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé dans Dragon Ball Minus dès sa sortie, et parce que, enfin, je sais pas, la mère de Goku, ça m'a toujours intrigué de savoir qui c'était. Pareil. Ouais. C'est vrai que c'était un gros apport. Hein. Alors que, par exemple, la mère de Vegeta, enfin, personnellement, j'ai toujours imaginé comme une espèce de poule pondeuse que le roi Vegeta aurait enfanté pour donner naissance à... Ah bah, on va voir la condition de la femme. Hein. Non, mais voilà, enfin, quand on voit la reine de la reine Vegeta, on s'en bat les steaks. Je pense que... Oui, on s'en bat plus les steaks, ouais. Moi, ma vision, ma théorie un peu du truc, c'est que voilà, c'était peut-être une femme à fort potentiel que roi Vegeta a repéré pour donner naissance à un prince. Enfin, je m'égare. C'est peut-être la mère de Broly, on sait pas. Hein. Peut-être bien. Et mais du coup, voilà, Dragon Ball Minus, c'est Dragon Ball Super Broly, c'est qu'il a adapté du coup dans sa première demi-heure, m'a totalement fait accepter ce ça l'a magnifié un peu. Et comment? Ça l'a magnifié un peu. Ouais, en fait, c'est totalement ça. Oui, c'est avec l'OST de Kikuchi, qui est une de mes OST préférées de Dragon Ball au sens large. Franchement, Dragon Ball Minus, c'est un truc qui m'a laissé assez de marbre quand je l'ai découvert sur papier, mais c'est quelque chose qui m'a énormément touché, et peut-être un truc qui m'a fait le plus pleurer en fait de tout mon rapport à Dragon Ball. C'était vraiment Dragon Ball Minus au cinéma, c'était quelque chose de si puissant que en fait je suis obligé maintenant t'es obligé d'aimer, de le prendre comme un, ouais, c'est ça, de me dire bon bah ça y est, c'est ça en fait les origines de notre héros, de Son Goku, c'est un peu comme ça aussi, ouais. Puis bon, la scène finale, quand il regarde la capsule s'envoler dans l'espace et tout, t'as Bardock qui tient Jean. C'est là que je pleure, moi. C'est là que je pleure. C'est magnifique comme plan. Ouais. Heureusement qu'ils ont pas laissé le. Fais attention à la patrouille galactique. Oh oui, non. Ça aurait. Je suis content qu'il l'ait pas mis. Oh non, ça serait. Et je crois que j'avais un dernier truc à dire par rapport à Dragon Ball Minus. Oui, c'est tout à l'heure, je crois que c'était Goten-kun qui relevait le fait que Raditz, quand il arrive et qu'il introduit les origines de Goku au lecteur dans le tome 17 de Dragon Ball, il dit qu'il est arrivé sur Terre pour éradiquer l'espèce humaine. Et en fait voilà, c'est assez important pour le personnage de Goku ce fait là, parce que maintenant c'est lui le protecteur de la Terre, c'est lui qui défend les Terriens, le rempart contre toutes les menaces. Et justement le côté Goku a été envoyé dans le but d'éradiquer les Terriens, et il a changé au contact de la Terre, etc. Bah, c'est un truc qu'on a un peu perdu avec Dragon Ball Minus au final, et c'est plutôt dommage, même si vu que c'est dans le même tome que Jaco, ça peut fonctionner, parce que Jaco justement s'il vient sur Terre, c'est pour arrêter la menace que représente Goku. En fait, c'est comme si Jaco et Raditz penser, sans vraiment connaître les faits, que Goku était envoyé pour ça, parce que c'est ce qui est logique en fait quand on connaît pas le. Moi, c'est comme ça que je l'interprète personnellement. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Sans aller chercher plus loin en fait. Oui. En fait, je pense que c'est ça l'explication. Mais bon, factuellement, voilà, c'est dommage que Goku n'ait pas été envoyé pour détruire la Terre pour son développement et ce que le personnage raconte, quoi. Et il y a aussi un truc qui me dérange, mais c'est vraiment du détail, c'est que Dragon Ball Minus, il est sous-titré l'enfant du destin. Et il y a ce truc très destiné à la fin, quand la dernière case de Dragon Ball Minus, c'est Goku qui fait face à Frieza, et ça dit: un beau jour, l'enfant du destin devenu adulte se retrouva face à face avec celui qui était son ennemi depuis toujours sans qu'il l'ait jamais su. Je connais pas par cœur, j'ai le manga sous les yeux. Ouais, mais c'est ça, ouais. Mais, c'est bien. Et en fait, juste ce côté enfant du destin, je trouve ça un peu dommage aussi, dans le sens où Goku, c'est pas un enfant du destin, c'est un mec dont tous les exploits ont été faits par l'effort et par le fait que soit il était au bon endroit au bon moment, soit comme Myrus l'explique dans le dernier chapitre, justement, que
il se retrouve à sauver la Terre malgré lui parce que parce qu'il écoute son désir de se battre, ce qui l'anime et tout. Et enfin voilà, c'est juste un peu comment dire, cette mise en avant de Goku comme du Némésis de Frieza depuis le début, qu'il était destiné à faire ça. C'est à la fois très beau et à la fois ça me gêne un peu pour les raisons que j'ai évoquées. Ouais. Mais faire mon bilan sur Dragon Ball Minus, c'est ce que j'avais commencé à dire au départ avec Dragon Ball Super Broly et tout. J'ai quand même un bilan très positif et avec j'ai beaucoup d'émotions vis-à-vis de cette histoire au final. Donc voilà, c'était mon avis un peu débousif. Tout qui est bien qui finit bien, comme on dit. Ouais, mais au moins c'est pas tranché, quoi. C'est nuancé, donc c'est très bien. Exactement. Bah, puis comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Hein. Voilà, t'as eu le manga, bon, ça t'a pas plus que ça. Puis bon, t'as le film qui est arrivé, qui a. Exactement. Moi, ça m'arrive souvent aussi. Hein. Je préfère souvent une version animée et avec du son et des effets, des machins, parce que ça m'émeut plus que le manga. Et je le dis souvent. D'ailleurs, malgré tous les défauts de l'anime Dragon Ball Z, je le préfère toujours au manga parce que ça me donne toujours plus d'émotion, malgré que effectivement la plupart du temps c'est extrêmement mal dessiné et bon, les animations c'est pas non plus c'est pas de l'attaque des Titans, mais bon, le rythme, voilà. Oui, le rythme. Et d'ailleurs, tu me fais penser à un truc que j'avais envie de caser pendant le podcast, c'est que vraiment je souhaite énormément une adaptation animée de tout ce qu'on vient d'évoquer en fait. Enfin, Gia et Sachie, ça me semble plutôt mort. C'est mort. Malheureusement, mort et enterré, je crois. C'est très très triste, mais genre j'aurais trop aimé le voir en animation, mais bon, voilà, dommage. Mais Jaco, j'ai peut-être un espoir. Je pense que j'allais Kaiwai, ouais, tu l'as aussi, je crois. Ouais. Complètement. S'il y a 6 retours de Dragon Ball Super, il y a 6 réadaptations du film Broly en format hebdomadaire, si on peut avoir un petit TV special Jaco the Galactic Patrolman, ça serait incroyable. Très franchement, on peut l'espérer. Ce serait logique en fait. Oui, c'est une des seules œuvres, je veux dire, canon qui n'a pas été adaptée en animation. Et le pire du pire, c'est que Jaco fait quand même partie de Dragon Ball Super et il est arrivé comme un cheveu dans la soupe dans le film Fukatsu no F, Resurrection F. Il est arrivé, le mec qui avait pas lu le manga Jaco, et je peux vous dire qu'il y en avait des tonnes, vous le savez plus que mieux que moi, ne savait pas qui était Jaco, quoi. Donc ça a tout à fait son sens qu'à un moment donné on finisse par adapter en animé l'arrivée de ce personnage, d'autant que on peut imaginer que l'arc Moro sera également adapté en animé, et dans ce en 2035 peut-être. Hein. En 2035, et après Hunter x Hunter, tu vois. Oui. Et dans ce cas-là, ça a encore plus de sens d'intégrer définitivement, d'introduire définitivement Jaco. Hein. Ouais, moi je me dis, moi je serais pas contre du tout, hein. Franchement je serais même pas. Mais après il faut voir le point de vue de la Toei, est-ce que ça va se vendre? Parce que de nos jours, si t'as pas Goku Vegeta Freezer, c'est compliqué. Mais tu ne vends pas. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Jaco, ce serait simplement quelques épisodes fillers, entre guillemets, hein, au sein d'une. Alors soit c'est un TV special, bon, soit. Et là effectivement on peut se poser la question. Mais si c'est intégré à la trame narrative de l'adaptation du film Broly en série, et c'est assez facile d'intégrer Jaco. Si tu fais une version longue de Minus, donc de l'histoire de Bardock en animé, c'est très facile d'intégrer Jaco à sa suite. Tu peux faire le calcul, 5-6 épisodes, t'as assez pour adapter Jaco. C'est pas. Il y a beaucoup de dialogues, mais il n'y a pas beaucoup d'action, il se passe pas énormément de choses. Après, tu parles de la Toei, il serait capable d'en faire 25 épisodes. Hein. Oui, tout à fait. C'est les fameux 5 minutes de Jaco, tu vois. Mais dans ce cas-là, ça ne se vendrait pas bien. Mais si tu te limites à 5-6 épisodes, ça s'intègre parfaitement à la chronologie et à l'histoire, et tu peux vendre ça comme un produit Dragon Ball Super, comme un fillers. On a eu plein de fillers qui faisaient 5-6 épisodes et qui étaient dégueulasses. Ici, ils ont de la matière tout à fait canon
pour faire une histoire tout à fait correcte pour un personnage qui a de l'importance et qui va avoir une super importance dans la suite avec l'arc Moro. Donc je ne pense pas être un doux rêveur à imaginer que Jaco puisse être un jour adapté en série TV. En tout cas, intégré à Dragon Ball Super. Et Dragon Ball Super reviendra, hein, les gars, il faut pas se leurrer. Hein. Une seule seconde. Hein. Une seule seconde, ne pensez qu'ils vont pas revenir avec Dragon Ball Super. C'est absolument impensable. Non, la raison que ça génère, hein, quand tu vois même quand il n'y a pas d'anime, rien, il n'y a absolument rien. Dragon Ball fait encore fait encore les 3/4. Enfin, j'exagère, mais premier dans les fait la moitié des bénéfices de la Toei Animation. Tu te dis, voilà quoi. Bon, voilà. C'est extraordinaire. Quoi. Bon, après, ça peut avoir un effet négatif, c'est que tant que ça fait de l'argent, mais qu'ils n'ont pas besoin d'en dépenser eux-mêmes, ils vont se dire, on va rester comme ça. Alors du coup, pas besoin de gaspiller de l'argent à faire un Dragon Ball Super 2. Pour le moment, mais enfin dans un an ou deux, quand tu auras encore des, et là ils font des calendriers, t'as encore Jiren dessus. Je pense qu'à un moment donné, je pense que s'ils continuent comme ça un an, ça va diminuer et petit à petit. Donc là c'est le bon moment pour commencer à relancer la machine, quoi. Bon, moi forcément, j'ai pas eu une extrêmement bonne expérience avec Dragon Ball Super, mais bon, c'est vrai que pour relancer la machine, avoir encore des produits dérivés en masse, parce que faut pas se leurrer, toutes les figurines Dragon Ball qui sont même pas Dragon Ball Super qu'on a maintenant, ça a été relancé par Battle of God, les 3 films, plus la série, hein, donc bon. Si moi je veux du Gohan, j'ai besoin de Dragon Ball Super, c'est terrible quand même, hein. Oui, t'es obligé. Vous avez vu, j'ai réussi à placer Gohan dans le podcast. Hein. Bien joué. Bon voilà, je pense la seule chose qui se rapproche de l'animé de Jaco, c'est le Vomik qui est disponible sur internet. Ah oui, tu fais bien de le dire, ouais. Un petit Vomik de 4 épisodes qui retrace les 2 premiers chapitres, mais bon, je trouve que c'est une bonne intro pour Jaco, pour ceux qui connaissent pas vraiment le personnage. Et alors sur la petite pub, fais la petite traduction de ce Vomik sur ma chaîne. Avec la traduction Glénat, comment est-ce qu'on te trouve sur ta chaîne alors? Vous tapez Tori World sur YouTube et normalement vous devrez tomber dessus. Ouais. Et donc c'est très intéressant, c'est vrai que ça a été doublé. Je connaissais pas du tout cette version. J'avoue que tu me l'apprends là. Ouais. Une version doublée d'un de petit. Enfin, regarde la chaîne tu vas voir ça tout de suite. Ah oui, je connais sa chaîne, hein, mais je savais pas qu'il avait posté dessus. Ouais, je suis en train de faire. Je suis en train de travailler sur le 3e épisode. Je publierai dimanche. Et ben voilà, comme quoi. Si vous voulez une version presque animée. Voilà. Les 2 premiers chapitres. Allez sur la chaîne. Likez, abonnez-vous, Tipeee, tout ce que tu veux. J'ai pas de Tipeee, non. T'as pas de Tipeee. C'est dommage. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais. Surtout après 1h56. Ouais, quand même. Et ouais. Donc voilà, et bien sur ce, je pense qu'on peut conclure absolument ce podcast qui fut très animé par nos experts ici présents. Bon, vous m'avez pas entendu pendant 1 heure, mais c'est normal, moi je laisse la parole aux experts. Et voilà, sur ce, merci d'être venu. C'était très intéressant. Merci à tous. Et merci à vous de l'invitation. De rien. Et donc je vous dis à la prochaine fois. Et bonne nuit, bonne soirée, joyeuse Pâques, joyeux Noël. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Akira et Jaco, faut les lire. Hein. Ouais, lisez-les, c'est bien. Et allez sur la chaîne Tori World, comme ça vous avez la version presque animée. Et voilà. Et on veut Jaco en animé, merci. De rien. Allez les gars, salut. Hein. Salut à toutes.